Bonsoir à toutes et à tous. Alors j'essaye de ne pas répéter la même chose à chaque fois, mais la réalité c'est qu'il y a un peu d'émotion quand même, pour plusieurs raisons. Pas de la tension, hein, moi je suis assez détendu, mais de l'émotion parce que c'est la 5e ou 6e réunion publique. On a dit qu'on en ferait une petite dizaine, parce qu'il y a autant de quartiers, autant d'habitants et autant de façons de vivre à Mont-de-Marsan, et que, vous le savez, notre slogan ou le nom de notre liste, c'est 100% pour les Montois, je dirais même 100% pour tous les Montois et pour tous les quartiers. Et donc, on ne veut pas passer à côté d'un quartier. Pour nous, tous les quartiers sont importants. J'étais cet après-midi du côté de Saint-Jean-d'Out, on sera bientôt aux Arènes, on a été au centre-ville. Et aujourd'hui, c'est un quartier symbolique pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est d'abord que c'est mon quartier, donc il ne faut pas trop le dire aux autres, parce qu'ils vont croire que la rénovation de Saint-Médard, c'est parce que j'habite ce quartier-là. C'est pas vrai, c'était quand même prévu. C'est mon quartier, le quartier Saint-Médard, le quartier du Bélier. J'ai des souvenirs d'enfance et d'adolescence, puisque je pense avoir été en 6e, la première année où le Bélier, qui s'appelle celle de Gaucher, s'est ouvert, avec M. Labadie, le grand proviseur qui était là. Et donc j'ai ces souvenirs qui me reviennent, y compris à Saint-Médard. On parlera de Saint-Médard, parce que là on est sur un quartier assez vaste. La Croûte, les Couturelles, Saint-Médard, etc. Donc voilà, pour nous, et pour moi en particulier, mais pour toute l'équipe que je vais vous présenter, qui est disséminée ça et là, c'est un moment important. Un moment important aussi parce que, si on compte, on doit être à 16 ou 17 jours d'une certaine compétition municipale, une noble compétition qui aura lieu le 15 mars, éventuellement le 22. Et donc on est dans la dernière ligne droite. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir ne pas monopoliser la parole, échanger avec vous. Ce que je souhaite, c'est vous parler, bien évidemment, de l'équipe, vous parler du bilan, mais pas en faire des tonnes. Vous avez le bilan, je ne vais pas vous lire le bilan, je vais vous donner 2-3 points de repère qui me paraissent intéressants. Et puis, se projeter ensemble sur l'avenir, un avenir que nous souhaitons. On est une équipe de 35 plus 2 remplaçants. Et nous souhaitons bien évidemment solliciter votre confiance pour pouvoir continuer 6 ans de plus et assurer à la fois une continuité de ce qu'on a fait, mais aussi une sorte de renouveau, puisqu'on est dans une équipe où sur 35 personnes, il va y avoir 19 nouveaux visages. Donc c'est un mélange savoureux d'anciens et de nouveaux. Et donc c'est de tout ça que je veux vous parler, qu'on va vous parler ce soir. Et puis surtout, il faut que ce soit interactif. Donc à un moment donné, je vais m'arrêter de parler, le micro va circuler. Et on peut, bien évidemment, et vous pouvez intervenir. Pas que pour nous faire des félicitations, on peut aussi nous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Parce que ce qui peut être le point commun, en tout cas dans l'équipe plurielle que l'on a composée, vous verrez que cette équipe elle est très diverse, il y a tous les métiers, il y a toutes les activités, il y a beaucoup de gens sans étiquette, il y en a qui ont des sensibilités diverses et variées, mais toutes républicaines. Mais le point commun que nous avons, c'est que nous sommes fiers, pas orgueilleux, je ne veux pas trop l'orgueil, fiers de notre bilan. Mais nous sommes humbles aussi parce que on voit bien, quand on va dans les quartiers, qu'il y a encore du travail à faire. Et on sait très bien qu'un bilan c'est une chose, mais qu'il faut continuer, il faut aller plus loin dans certains domaines, et c'est de ça dont on va parler dans le programme. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps. Alors j'ai quelques notes, je me fais un peu gronder par mon cabinet qui me dit il faut lire sans les notes, donc je vais essayer, mais j'ai quelques notes quand même pour avoir un appui. Je voudrais d'abord vous présenter l'équipe. Alors on va le faire de façon un peu comme ça, décousue, donc je vais commencer par là, j'espère ne pas en rater, puis vous faites un petit coucou mes amis, qu'on puisse vous identifier. On a dû vous distribuer quelque chose qui ressemble à un trombinoscope. Tout beau, on avait été chez le coiffeur, on est tout beau sur le trombinoscope, vous allez voir. Juste, je voudrais vous dire que dans cette équipe, il y a des étudiants, il y a des retraités, il y a des professions libérales, médicales, des médecins, des soignants, des avocats, des chefs d'entreprise, des enseignants. Voilà, c'est une équipe très variée et qui vous ressemble, une équipe qui nous rassemble en termes de sensibilité, mais une équipe variée qui ressemble en fait aux Montois. Il y a des gens de tous les quartiers. Alors je vais commencer par là, c'est l'exercice difficile. Là, j'en vois pas. Je vais vous présenter Philippe de Marnix qui est là. Voilà. Nathalie Gasse, c'est la parité, hein, Philippe Hérault, qui faisait partie de l'équipe. Alors, il ne faut surtout pas que je me plante. Hop, on y va, qui se cache, non, je ne vois pas, là-bas.
Marie-Christine Bourdieu, que je vois, qui est là. Chantal Davidson à ses côtés. Eliane Larteron. Je vois Gilles Chauvin. Ensuite, ça fait un peu one-man show là. Marie-Pierre Gazot, qui est là. Pascal Horry. Cathy Piquet, qui se cache juste derrière. Delphine Leblanc, qui nous rejoint, qui est là. Derrière, notre petit jeune, notre rookie, c'est Mathis Capdeville, étudiant, il a 19 ans. C'est une équipe qui va de 19 ans à 72 ans. Hein. Donc il n'y a que des jeunes, vous voyez. Farid Eba, que je vois ici. Il n'a pas 72 ans. Peut-être pas 72 ans. Je vois Jean-François Lagouaïd qui est dans le couloir là-bas. Je vois Hervé Bayard, Hicham qui se cache, Hicham Lamsika, Hervé Bayard, Farid, Pierre, où est-ce que je vois Pierre? Pierre Merlet-Bonan, qui nous rejoint aussi, qui est artisan. Ça y est, ça se complique. Là, on y est, j'ai fait, hop. Jean-Paul Gantier qui n'est pas là, qui fait partie de l'équipe. Voilà. Monsieur Souverain qui est là. Voilà. Odette qui était avec nous. Marie-Christine, elle est où? Marie-Christine Arambat, nouveau visage, qui est médecin. Monsieur Souverain, je l'ai vu. Odette, je l'ai vu. Ici. Je la vois tous les jours, c'est pour ça. Chantal Plancheneau, voilà, fait partie de l'équipe. J'ai Jean-Jacques Bourdon qui est là. Il est au premier rang parce qu'il est un ancien enseignant, il s'est mis au premier rang. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. J'ai oublié quelqu'un ou pas? Non, bon. Bien évidemment, ils sont peut-être pas tous là parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui vous ressemble et puis il y a des actifs, il y a des gens qui ont des obligations familiales et professionnelles et autres. Donc voilà, je sais qu'ils seront là quand il faut. Et notamment le 12 mars, puisque je vous ai parlé d'une dizaine de réunions, et la dernière est à l'Auberge Landaise. Vous êtes bien évidemment les bienvenus à cette réunion de fin de campagne, on va dire ça comme ça. En tout cas, avant le premier tour, qui a lieu à l'Auberge Landaise le 12 mars prochain. Voilà. Je vous ai parlé de cette fierté de notre bilan, mais de l'humilité. Je vais vous donner quelques éléments de bilan. Alors, je vais essayer de vous donner des éléments de bilan globaux, c'est-à-dire globalement 2-3 choses qui me semblent significatives qui ont été faites sur ce mandat, sur le territoire, en Marsan globalement, et puis essayer de me recentrer un peu sur ce quartier. Je n'ai pas la prétention d'être exhaustif, parce que vous avez dans le bilan toute la liste, je ne vais pas vous le lire, ça n'aurait aucun intérêt, mais vous donner comme ça 2-3 points de repère, des repères sur le territoire. Je vais vous parler par exemple de ce qu'a pu apporter le boulevard Simone Veil, le bien nommé, c'est un boulevard nord, vous savez, ce boulevard qui crée une percée au niveau de la sortie de la base aérienne et qui part d'un côté vers l'église Saint-Vincent-de-Paul et de l'autre côté vers l'Ampartage, le rond-point de l'Échassier. Ça paraît peut-être un petit peu loin de ce quartier-là, mais c'est ô combien important parce que c'est un investissement d'ailleurs qui a été réfléchi sur plusieurs mandats. C'est là qu'on voit que la continuité est importante et qui a été inauguré sur ce mandat-là et qui permet notamment à nos militaires, 3500 militaires, une ville de 30 000 habitants, 3500 militaires. Donc notamment militaires, mais pas que, aussi à des populations qui viennent du côté de Geloux, Campette et autres, ou de l'autre côté, de pouvoir traverser, entre guillemets, la ville sans être obligé de se mettre dans les bouchons devant la préfecture et de pouvoir perdre peut-être un quart d'heure, 20 minutes à la sortie du boulot. Et ça, c'est de la voirie, c'est de l'urbanisme, c'est une route, mais c'est surtout une qualité de vie. C'est-à-dire que ça permet aux familles, aux parents, à ceux qui sortent, de pouvoir être plus rapidement auprès de leurs proches et dans leurs activités. Voilà un exemple de réalisation significative de notre mandat. Je vais vous parler du complexe, qui n'est pas très très loin d'ici, du complexe multisport, de la Plaine des Jeux, du stade désormais André-Guy Boniface, avec ses 2 tribunes, le Gars et la Rouille. Tout ce complexe-là, qui n'est pas uniquement une infrastructure rugbystique, même si elle héberge notre fleuron rugbystique, c'est une infrastructure multisport. Côté stade, la nouvelle tribune n'est pas qu'une tribune pour le rugby, elle est une tribune pour le rugby, mais elle est aussi un écrin dans lequel se loge un dojo, où on a pu concentrer tous les arts martiaux du territoire pour qu'ils puissent pratiquer dans de bonnes conditions l'aïkido, le judo, le karaté, etc. Et très récemment, nous avons inauguré une piste d'athlétisme qui est couverte. Il faut aller voir, hein, c'est une piste qui est couverte sous la tribune et qui permet à nos bambins de ne pas rester les bras croisés quand il pleut et qu'il y a un cours d'athlétisme où il y a 150 ou 200 gamins qui veulent courir.
On l'a inauguré il n'y a pas très longtemps, je peux vous dire qu'il y avait de la joie en plus. Alors il faisait beau, donc mais il y avait de la joie parce qu'on voyait bien que ça va permettre d'assurer cette continuité pour les enfants. Donc voilà des exemples très concrets et qui ne sont pas uniquement des chantiers. Nous ne sommes pas des chefs de chantier. L'idée c'est de pouvoir bâtir des choses pour la qualité de vie et le mieux vivre ensemble, que ce soit pour toutes les générations, et c'est le cas pour les enfants qui font de l'athlétisme, c'est le cas aussi pour les sportifs avec ce dojo. Je vais vous donner un autre exemple, plus récent, et je vous invite à venir le découvrir pour ceux qui n'ont pas encore mis les pieds, c'est l'Auberge Landaise. Donc l'Auberge Landaise, c'est la salle qui est vraiment la salle emblématique, on a tous un souvenir personnel, une fête associative, une communion, un mariage, quelque chose dans cette Auberge Landaise qui nous appartient, c'est notre salle emblématique. J'étais à l'auto là dernièrement, je peux vous dire que les gens avaient la banane parce que ça permet quand même de travailler dans d'autres conditions. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à venir le 12 mars, à venir voir cette auberge. Cette auberge landaise, c'est une infrastructure auquel on est attaché. Il s'agissait surtout de préserver l'esprit de cette auberge, côté un peu bois dans le parc, etc., un peu à l'ancienne avec les tuiles. C'est ce que l'on a fait tout en la modernisant, en l'éclairant, en la rendant un peu plus modulaire. Aujourd'hui, on peut presque faire cohabiter 2 ou 3 réunions en même temps parce que ça peut se séparer. En la rendant plus moderne, plus connectée. Maintenant, il faut pouvoir projeter des choses, voilà, et travailler. Ça peut aussi nous servir pour de l'activité un peu économique. Il peut y avoir des entreprises qui ont envie de faire une réunion dans un format un petit peu entrepreneurial, donc ça permet de le faire aussi. Voilà, cette auberge, elle est là. Il y a une bonne occasion de le faire, je fais ma pub. Le 12 mars, de venir la découvrir. Voilà. J'essaierai de ne pas vous raconter la même chose qu'aujourd'hui. Voilà, cette auberge-là, elle est importante. On a réussi à faire quelque chose de très sympa. Notamment avec des grandes baies vitrées qui permettent justement de prendre possession du parc. Je vais vous parler des poumons verts que nous avons, 3 poumons verts, même 4, si on compte le parc Lacaze, Jean Rameau, Nahuc et la Plaine des Jeux. Quand on fait une vue d'avion comme ça, on a 4 poumons verts sur notre territoire, presque en cœur de ville. Et donc, voilà, c'était important de pouvoir travailler sur cette auberge et puis mettre en valeur le parc Jean Rameau, qui est un parc emblématique où il y a 80 essences d'arbres différentes. Christine Bourdieu connaît ça par cœur, qui est d'ailleurs un parc qui est à la fois tout près du centre-ville et à la fois un peu loin quand même, parce que je pense que si on fait un sondage, on y va souvent en voiture alors qu'on pourrait y aller à pied, qu'il est près. Ce sera d'ailleurs, qu'il est près du centre-ville, ce sera d'ailleurs une des réflexions quand je vais vous parler du programme, de pouvoir justement rendre un peu plus lisible, plus accessible et plus à proximité les poumons verts que nous avons dans notre... et peut-être les connecter entre eux, par là de la Plaine des Jeux. Voilà les petites choses que je voulais vous dire. Alors là, on a parlé de grands sujets. Ici, forcément, on n'est pas loin de Saint-Médard. Donc, ce n'est pas parce que je suis natif d'ici et que j'ai mon quartier Saint-Médard que nous avons refait le bourg de Saint-Médard. Je le dis parce que tout à l'heure, j'étais sur la route de Sabre, l'avenue de Sabre, qui est dans un état qu'il faut absolument travailler. L'entrée de ville, c'est une entrée de ville qu'il faut faire. C'est évident, alors je me suis fait un peu chambrer. Je me dis, vous avez fait Saint-Médard, maintenant il faut passer à la route de Sabre. C'est ce que nous avons prévu dans notre projet, en plusieurs phases. Mais il faut reconnaître, alors, tout n'est pas parfait, on n'a pas du tout l'intention de vous dire que tout est parfait. Mais Saint-Médard, c'est un projet assez vertueux, assez exemplaire, parce qu'on a fait participer les habitants, on n'est pas toujours d'accord. On a essayé d'intégrer les commerçants, je les salue, je ne sais pas s'il y en a, parce que pendant la durée des travaux, je sais ça a été dur, j'espère qu'ils vont se refaire maintenant, je sais que ça va aller mieux maintenant. On a fait participer tous les riverains pour pouvoir co-construire ce projet-là, qui donne un pôle commercial, un bourg, quasiment un petit village. Saint-Médard, d'ailleurs, il y a plusieurs dizaines et dizaines d'années, c'était un village indépendant. Le dernier maire de Saint-Médard est enterré au cimetière de Saint-Médard. On va fleurir sa tombe tous les ans. Bon, c'est plus un village indépendant, mais c'est presque comme un bourg, c'est presque comme un village. Moi, je suis président d'une agglo où il y a 18 communes. Vous avez des communes qui sont bien moins peuplées, bien moins importantes que Saint-Médard. Donc on l'a traité un peu comme ça, en essayant d'apaiser les liaisons, c'est-à-dire que c'est une route départementale où ça bombardait quand même, donc d'essayer d'apaiser un peu ça, en marquant les passages piétons pour plus de sécurité, en créant des espaces un peu partagés pour les mobilités douces, c'est-à-dire faire cohabiter des vélos avec des piétons, etc. Et on revoit des choses sympas. On voit des gens qui s'assoient sur un banc, qui discutent. Voilà, c'est des choses qu'on a peut-être un peu perdues. Et je pense que ça peut recréer une âme sur ce pôle-là. On travaille d'ailleurs avec le comité des fêtes. Moi, je serais très attaché à ce que les fêtes de Saint-Médard puissent un petit peu s'approprier justement
ce cœur de village avec tous les commerçants, que je salue. Voilà quelques exemples. J'arrête avec le bilan parce que je ne veux pas vous noyer de choses. Vous avez sur vos chaises le bilan qui vous a été donné. Je pourrais vous parler de la place Saint-Roch. Oui, elle est moins rouge qu'avant, elle est moins abîmée, moins craquelée. Le rouge n'est pas forcément ma couleur favorite, mais en tout cas elle est plus claire, elle se marie mieux avec ce que l'on a fait place du Théâtre ou l'avenue Sadi Carnot. Les arbres ont été un petit peu poussés pour faire ressortir des façades qui étaient caractéristiques de l'architecture montoise, qu'on avait un peu oublié de regarder parce qu'on ne lève pas les yeux. Là aujourd'hui on a quelque chose de sympa, avec un éclairage dernier cri, on peut changer un peu les ambiances, etc. Donc tout ça, bon, c'est un peu notre carte postale, hein, le samedi matin, le marché, voilà. Mais ça c'est un point. Ensuite on a forcément terminé les berges, mais qui avaient été vraiment initiées sur le premier mandat dans l'équipe de Geneviève, et qui sont terminés par la suite. Le square des anciens combattants, ça paraît rien du tout le square des anciens combattants, mais c'est un travail là aussi où nous avons associé les riverains, les associations d'anciens combattants, mémoriels, etc., pour pouvoir leur dire, voilà, vous voulez faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est un lieu de mémoire, on ne peut pas y faire des jeux, des choses un peu excentriques, on a voulu préserver ce lieu de mémoire-là. On a voulu écarter un petit peu le monument aux morts, la sculpture, de façon à ce qu'on puisse bien la visualiser, mettre en valeur un arbre. Il y a 2 ou 3 arbres qui sont sympas. La fontaine Cazot, d'ailleurs, que personne ne voyait, maintenant on la voit mieux, celle qui est à l'entrée. Et tout ça est paysagé. Et aujourd'hui, on a plutôt quand même une certaine satisfaction des riverains, même une satisfaction certaine de cette réalisation. Et puis demain, quand je dis demain, c'est cette semaine ou la semaine prochaine, je vais tourner vers Farid-Débat, c'est le Barbe d'Or, le gymnase où je jouais le basket avant et où maintenant je joue le badminton. La salle Lacoste également qui va être ouverte, là il nous tarde d'ailleurs, on a pris un peu de retard, pour pouvoir permettre à beaucoup d'activités à la fois sportives, mais aussi collèges et autres scolaires de pouvoir bénéficier d'un gymnase qui est resté en travaux pendant un certain temps et qu'il fallait absolument rénover. Voilà ce que je souhaitais vous dire. En terminant par un quartier peut-être qu'on ne connaît pas forcément, en tout cas que moi j'ai appris à connaître, qui est le quartier nord derrière la base, qui est le quartier de l'Hippodrome. L'Hippodrome, bon, l'économie du cheval à Mont-de-Marsan, il faut quand même savoir que c'est une économie qui pèse, avec 200 ou 250 emplois directs ou indirects, entre l'AFASEC, entre les éleveurs, voilà, il y a tout un écosystème autour du cheval ici, avec des courses premium, des choses qui sont retransmises dans le monde entier, il y en a une quinzaine par an. Et donc on a accompagné, favorisé, faciliter la rénovation complète d'une grande salle qui est à la fois la salle des paris mais aussi une salle de réception qui vient enrichir le stock, le parc, je vois Karine Piton qui est là, le parc de salles que l'on met à votre disposition par le biais de nos services pour une manifestation familiale ou associative ou autre. Donc ça fait une nouvelle salle de réception qui est dans un quartier qu'on ne connaît pas trop, mais que je vous invite à aller visiter parce que je vous garantis que le résultat est bluffant, parce qu'architecturalement, il respecte bien le côté champêtre des tribunes, etc. Pour ceux qui connaissent, c'est magnifique. Voilà. J'arrête avec la liste d'éléments de bilan. Juste, je voudrais vous dire quand même que au-delà des grosses infrastructures, regardez comment cette ville aussi a pu évoluer. Elle a évolué en matière d'environnement. Nous avons planté 2000 arbres. Le patrimoine arboricole de cette ville, c'est 10 000 arbres. Nous en avons planté 2000 sur le dernier mandat. 2-3 chiffres, comme ça, sans vous abreuver de chiffres. Dans nos cantines, ici, ou dans nos maisons de retraite, c'est 8 produits sur 10 qui viennent de la région. C'est 1 produit sur 2 qui vient du département, et c'est 1 produit sur 3 qui vient de l'agglomération. C'est jamais assez, il faut qu'on aille plus loin. Mais aujourd'hui, on a quand même travaillé sur ces circuits courts. Travailler aussi pour l'environnement, c'est investir sur nos bâtiments. Là, on ne le voit pas parce qu'il fait noir, mais dans l'axe, là-bas, on a un gymnase. On a travaillé sur le bardage du gymnase où joue le basket de Saint-Médard, pour que justement, on puisse éviter de chauffer l'extérieur, tout simplement. Et donc sur ce mandat-là, c'est 40% d'économie sur les consommations d'électricité et de gaz, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, donc c'est un bilan qui nous rend fiers, mais il faut rester humble parce qu'il faut aller plus loin. Je voudrais finir en vous parlant de culture, sur le bilan. Alors la culture à Mont-de-Marsan, il y a plusieurs pans de la culture. Le premier, je voudrais vous parler du théâtre. Donc le théâtre, c'est le théâtre de Gascogne. Le théâtre de Gascogne, c'est en fait un ensemble de 3 théâtres. Ce travail avait été entamé par Geneviève au début du mandat. Nous l'avons poursuivi de façon à ce que
l'on puisse avoir une programmation cohérente. Avant, il y avait une pièce au Molière, c'est-à-dire le théâtre de Centre-Ville, il pouvait y en avoir une au Péglet, il pouvait y en avoir une à Saint-Pierre-du-Mont. Aujourd'hui, on a une entité qui s'appelle le Théâtre de Gascogne, avec 3 sites. Un grand théâtre, un théâtre à l'italienne et un petit théâtre de poche. Et la programmation est concertée. Quelques chiffres. 8 000 spectateurs en 2014, 17 000 spectateurs la saison dernière. 35 représentations en 2014, plus de 120 représentations, il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a du philharmonique, du cirque, du one-man show, de la musique, cette année. Donc c'est pour donner un peu le delta, le gap que nous avons passé sur cette activité culturelle qui est importante, parce qu'entre Bordeaux et Bayonne, je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais il y avait quelque chose à prendre. On a des gens qui viennent du Gers, on a des gens qui viennent du Sud-Gironde, qui viennent dans nos spectacles. Hein. Le théâtre, je vais vous parler du musée. Le musée, sans toucher encore aux murs du musée, et on a prévu de le faire, vous verrez dans le programme, le musée, c'est plus 70% de fréquentation cette année. D'accord ? Juste en communiquant, en professionnalisant un peu le musée, en intégrant dans les équipes des gens peut-être avec une qualification particulière. Tout ça a été porté, je vois Chantal Davidson qui s'en est occupée aussi, pour qu'on puisse monter d'un cran. La triennale Mont-de-Marsan Sculpture, vous verrez, on veut la faire passer tous les 2 ans. C'est 46 000 personnes, contre c'était la moitié, je crois que c'était 28 000 la dernière fois. On est passé à 46 000. Et puis la dernière chose, c'est la médiathèque Philippe Labeyrie. Ce nom est symbolique. Cette médiathèque Philippe Labeyrie, elle a dépassé le 1 million de visiteurs depuis son ouverture. Parce que là aussi, c'est pas uniquement une bibliothèque où on va chercher un livre, c'est de l'animation, c'est pour tous les publics. Voilà ce que je voulais vous dire. Regardez également alors, on va parler du cœur de ville. On va parler du cœur de ville dans le programme. Mais regardez aussi en cœur de ville toutes les animations qu'on a fait converger vers le cœur de ville. La brocante, la présentation de la Madeleine, le moonride, le marathon. À chaque fois qu'on a une occasion de faire vivre un peu plus ce cœur de ville, parce qu'on sait que dans toutes les villes moyennes, les cœurs de ville peuvent souffrir. Moi, ça me brise un peu le cœur quand je vois un rideau qui se baisse. On met le paquet pour que, avec nos associations, en partenariat, dès que c'est possible, on fait des animations en cœur de ville, et c'est ce qu'on a fait. Voilà ce que je voulais vous dire, vraiment en quelques mots, sur le bilan, et vous dire que ça, on peut le faire, parce qu'on s'appuie aussi sur un tissu associatif. Je sais qu'il y a quelques associations ici à Saint-Médard, entre le foot, le basket, le comité, les fêtes, le loisir, etc. C'est 500 associations. 500 associations, c'est ni plus ni moins que 3 millions d'euros de soutien par an, entre le fonctionnement et l'investissement. 3 millions d'euros. Et pour moi, c'est pas une dépense, c'est un investissement, parce que quand on a un retour énorme, c'est vrai que c'est les gens qui viennent de loin, quand ils viennent ici, c'est impossible de ne pas trouver de quoi s'occuper d'un point de vue artistique, culturel ou sportif. Donc, juste un chiffre, nous investissons, c'est pas une dépense, nous investissons sur les associations 3 millions d'euros par an entre les investissements et le fonctionnement. On est dans une école ici, donc voilà, c'est pas la classe de mon gamin, la classe de mon gamin elle est de l'autre côté, j'espère que la maîtresse n'est pas là. Juste vous dire que l'école est la priorité numéro 1 du territoire, et je peux le dire comme ça sans preuve, mais la preuve toute simple, c'est qu'il y a 2 personnes sur 3 à l'agglo qui travaillent, dans notre agglomération, qui travaillent pour les enfants. 2 salariés sur 3 travaillent pour nos enfants, que ce soit sur le scolaire, sur les centres de loisirs ou sur les cantines. 2 sur 3, 14 millions de budget. C'est 40 écoles, c'est 4600 élèves qui sont... Alors c'est sur l'ensemble du territoire, parce qu'une des particularités de notre territoire, c'est que c'est plus chaque commune qui gère son école dans son coin, c'est une vision globale. Donc nous avons transféré cette compétence au niveau du territoire pour que chaque enfant, que ce soit à Bostins, que ce soit à Binquet, que ce soit à Mont-de-Marsan, quel que soit le quartier, on monte d'un cran et que chaque gamin ait le même accompagnement, notamment par exemple pour le périscolaire avec les TAP, et la même possibilité de pouvoir manger correctement en circuit court, etc. Donc voilà, vous dire que la priorité numéro 1, ce sont les enfants, et le scolaire notamment, et la preuve en est, on est dans un quartier où nous avons complètement, entre les 2 mandats, c'était à cheval sur le premier, sur le second, rénové une école. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé à Mont-de-Marsan, avec l'école de Saint-Médard. Et là aussi, ce n'est pas parce que mon épouse est institutrice à Saint-Médard que nous avons rénové l'école de Saint-Médard. Je le dis parce que je l'ai entendu.
Dernière chose, ici, on est dans une école où, alors je ne sais pas si c'est ici ou dans cette classe, où il y a des expérimentations fortes, et là nous y sommes attachés. Il s'agit du handicap. Là également, sur le handicap, au niveau de l'agglo, il y a des services des fois où on fait, voilà, on n'embauche pas, où on fait attention par rapport à la masse salariale. Sur le handicap et sur les enfants, on ne fait pas d'économie. Ce n'est pas une variable d'ajustement budgétaire. Qu'est-ce qu'on fait sur le handicap? Très clairement, là par exemple, on a créé un poste de référent handicap pour travailler sur l'inclusion des jeunes enfants dans le primaire. Pour l'instant, on commence comme ça. Et d'essayer de trouver des solutions sur mesure dans chaque village. Un gamin qui ne peut pas aller au centre de loisirs, une adaptation de matériel, parce qu'il y a un handicap qui nécessite telle ou telle adaptation matérielle. Et je vais vous donner un dernier exemple, c'est ici, on a une classe d'inclusion sur l'autisme, c'est un dispositif piloté entre l'ARS et l'éducation nationale. On a investi pour que nos personnels se forment et qu'on puisse accompagner ces publics-là. Donc voilà pour vous donner quelques exemples. J'ai dit que je m'arrêtais et que je ne récitais pas le bilan, donc je ne récite pas le bilan. Je voudrais vous parler de l'avenir. Je voudrais vous parler de l'avenir, je vais vous en parler rapidement parce que plutôt que là aussi vous faire une liste à travers, je préfère que vous preniez la main et le micro et que vous me posiez des questions. Je ne sais pas si j'ai réponse à tout, mais qu'on puisse échanger sur des préoccupations que vous avez, soit dans votre quartier, soit des interrogations tout simplement sur le territoire. Plusieurs choses. Je vais vous parler de gros chantiers, et puis je vais vous parler de l'humain, parce que pour nous c'est le plus important. Ce qui nous intéresse, c'est le cadre de vie des gens et ce que ça va apporter au quotidien pour les habitants dans les quartiers, au centre-ville. Mais d'abord parlons de gros chantiers. Je vais vous parler des nouvelles galeries. Donc les nouvelles galeries, juste un petit rappel historique pour ceux qui connaissent. C'est une attente longue de 10-12 ans. J'ai pu avoir la chance de rencontrer à plusieurs reprises la propriétaire, qui n'est plus là, qui a son âme, et qui pour discuter avec elle et anticiper un petit peu les choses, et pouvoir être prêt, notamment à travailler rapidement sur les nouvelles galeries. C'est un espace qui fait 850 mètres carrés au sol, sur 3 niveaux, c'est-à-dire que c'est 3000 mètres carrés dans l'hyper-cœur du cœur de ville. On ne peut pas faire plus central, c'est la mairie, quoi. Donc ça veut dire que tout ne va pas se régler avec les nouvelles galeries. Mais c'est de ce point-là que va démarrer la revitalisation et l'opération de revitalisation du cœur de ville. Ce qui a déjà démarré. On a travaillé sur le stationnement, bien gratuit, on a embauché un manager de centre-ville, on a acheté ça et là des petits commerces pour relancer, attirer des commerces qui s'installent. On a travaillé de façon coercitive pour que des propriétaires d'immeubles qui avaient peut-être un petit peu oublié d'investir sur ces immeubles-là, ou qui étaient peut-être un peu exigeants en matière de loyer, refassent leurs façades. 54 façades ont été refaites. Vous voyez des échafaudages monumentaux. Pour essayer de... Voilà, on essaie de travailler à tous les niveaux sur le centre-ville. Les nouvelles galeries, c'est ce lieu emblématique que l'on a tous plus ou moins connu. Je revois un peu l'émotion des demoiselles des nouvelles galeries qu'on a fait revenir les premières quand on a ouvert le rideau. Et on voit bien que cet espace, il est emblématique, il est attendu de toutes et tous. Et qu'est-ce qu'on va y faire? Moi, je ne suis pas un adepte du tout public. Parce que le tout public, c'est votre argent, hein, d'accord? Donc il faut pouvoir mettre du public, mais il faut aussi pouvoir, c'est votre pouvoir d'achat, hein, le tout public, il n'y a pas de planche à billets. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pouvoir mixer les deux. Et donc nous avons fait un appel à projet, nous sommes dans un concours où il y avait au départ 222 villes qui étaient retenues dans le plan Action Cœur de Ville. Ça aide, accessoirement, ça aide d'avoir une ministre dans son conseil municipal, hein, entre nous, hein, pour ça. Et ces 222 villes, le tamis s'est réduit et on a 50 villes qui ont été choisies pour pouvoir concourir sur un projet précis que sont les nouvelles galeries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, vous avez les nouvelles galeries, on a un catalogue, il y a 50 villes en France, il y a eu l'ancienne gare de Beauvais, telle friche à tel endroit, et les nouvelles galeries à Mont-de-Marsan. Et ce sont des porteurs de projets, des investisseurs, des développeurs nationaux, il y a un local qui était là, qui prennent le dossier et qui dit, voilà, nous on va concourir et on va amener une solution et on vous rendra, comme un concours, un rendu, et on choisira parmi ce qui nous plaît le plus. Mais c'est pas au pifomètre, hein, c'est-à-dire qu'on a donné un cahier des charges, on a fait faire une étude par un cabinet qui est le cabinet numéro 1 français de la revitalisation de cœur de ville. On a interrogé tous les Montois, d'ailleurs vous avez été 3000 à répondre, hein, ce qui est énorme, hein, sur une ville de 30 000 habitants, 3000 réponses c'est beaucoup. On a tenu compte de ça, de vos avis,
je veux du commerce en bas, je veux de la culture, je veux un auditorium, je veux du logement, je veux un hôtel, je veux si je... Alors il y a des choses un peu exotiques qu'on ne fera pas. Je ne pourrais pas faire un héliport, je ne pourrais pas faire une boîte de nuit géante, voilà. Mais il y avait des choses quand même très intéressantes, et c'est ça qu'on a donné, et ils vont concourir sur cette base-là. D'accord ? Je n'ai pas voulu, nous n'avons pas voulu, avec l'équipe en place, polluer les débats et faire en sorte que la solution arrive une semaine avant les élections. Ça me paraissait pas très correct, pas très déontologique et pas très républicain. Et puis en plus, j'aurais eu une partie de la population qui aurait dit c'est nul et l'autre partie qui aurait dit c'est bien. Donc on va attendre tranquillement les élections et quel que soit l'exécutif en place, ben, on aura ce rendu au mois de... Je me tourne vers Hervé Bayard qui est là-bas, vers mai-juin je pense, hein, ou avril-mai. Donc voilà pour les nouvelles galeries. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les nouvelles galeries, on ne s'interdit rien. Et quand on vous dit qu'on n'a plus la main sur les nouvelles galeries, c'est faux. C'est nous qui décidons. C'est nous qui allons décider. Voilà. Si ça ne nous plaît pas, on en prend un autre. Hein. Quand je parle des nouvelles galeries, c'est pas qu'une rénovation d'un bâtiment. Hein. On a fait en sorte aussi de mettre à profit ce temps-là, et on a négocié, vous pouvez compter sur moi pour négocier dur, pour racheter, entre la mairie et les nouvelles galeries, il y a 13 parcelles, 13 bâtiments, 13 maisons ou commerces. On a reconstitué cet îlot, il doit nous en manquer une ou deux. Donc ça veut dire qu'entre la mairie et les nouvelles galeries, ce pâté de maison, là, cet îlot, on est en train de le reconstituer complètement. Et c'est là-dessus qu'on appuie notre projet. C'est pas simplement une entreprise de bâtiment qui va rénover un bâtiment. Hein. C'est réinventer le cœur de ville, en fait. Alors ça peut prendre un peu de temps, c'est sur ce mandat-là qu'on veut le faire, mais on a tellement attendu 10-12 ans que je pense que les compteurs sont ouverts et je pense qu'on a un potentiel important là-dessus, mais je suis prêt à répondre à vos questions détaillées sur les nouvelles galeries. Je vais vous parler, toujours de 2-3 sites, et après j'arrête de parler. L'avenue de Sabre, je vous en ai parlé, donc on n'en parle plus. C'est vrai que bon nombre d'entrées de ville ont été requalifiées. Hein, sur le mandat précédent ou sur celui-là, quand vous arrivez de Dax, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même plus sympa qu'avant. On travaille aussi sur le règlement de publicité intercommunale, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la pollution visuelle. Il y a la pollution atmosphérique, il y a la pollution, vous savez qu'on ne peut plus utiliser de glyphosate et autres, c'est pour ça qu'il y a un peu d'herbe sur les trottoirs, c'est parce qu'on ne peut plus utiliser ces produits-là, c'est normal. Et la pollution visuelle, on va travailler là-dessus et on va enlever une centaine de panneaux sur l'espace public publicitaire. C'est pas neutre, hein, parce que c'est aussi des sous en moins. Hein, c'est 50 ou 60 000 euros de rentrée, s'il y avait des recettes pour nous. Et on va essayer de le faire. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes boulevard d'Alenzas et que vous êtes sur la jolie piste cyclable et que vous défilez au-dessous d'une ribambelle de promotion sur le saucisson ou autre chose, c'est pas très glamour. Et donc on veut essayer d'avoir au moins 1 ou 2 axes verts, dépollués de publicité pour pouvoir rentrer dans cette ville et avoir une image un peu de ville respectueuse de son environnement. Voilà ce que je voulais vous dire. Pas très loin d'ici, Nahuc. Là, Nahuc. C'est un dossier important parce que ça fera partie des grands projets, vous l'avez sur le programme, de nos grands projets. Alors, juste une parenthèse. L'avantage, quand on est maire sortant ou déjà dans la boutique, c'est qu'on a un petit peu un état, même beaucoup, un état précis de ce que l'on peut faire et de ce que l'on peut chiffrer et financer. C'est-à-dire ce qu'on est en train de vous dire là, c'est pas du rêve. C'est en fonction de nos capacités de financement. Je dis ça parce que entre une liste où on a un idéal, un rêve, et une liste un peu idéologique, voilà, je pèse. Alors c'est peut-être un avantage aussi d'être maire sortant, c'est que ce qu'on vous raconte là, c'est on a fait mouliner quand même le logiciel pour être sûr qu'on pouvait le financer. Alors on n'est pas à l'abri de surprises de l'État ou autre, mais dans l'état actuel des choses, avec les ressources que nous avons, ce qu'on vous raconte là, on doit pouvoir le financer. Et Nahuc, c'est tout simple. Nahuc, on était encore ce week-end, il y avait le BMX, le vide-grenier, c'est une ruche tous les week-ends, très très utilisée, la pétanque le week-end dernier. Nahuc, c'est une salle multi-usage, mais il faut lui redonner une accessibilité, un peu d'isolation, de l'éclairage, des toilettes, des douches, un parking, etc. Il faut faire quelque chose, sans non plus placarder ce hangar en tôle. Il va peut-être falloir aussi le faire
l'insérer dans cet écrin de verdure, parce que le parc il est magnifique. Quand vous êtes sur le belvédère du château, là c'est superbe. Hein. Donc c'est pouvoir travailler Nahuc à l'intérieur et à l'extérieur pour que demain on puisse être un peu plus sexy pour attirer un salon, un forum, une compétition, un petit concert ou un grand concert, voilà, des choses comme ça. C'est pouvoir aussi mieux le connecter avec le château. Ce château, il est chouette, il a un peu vécu, il va falloir un peu le rafraîchir. Il y a notamment cet espace de plateforme qui est devant la scène, là où on peut avoir une terrasse, là, elle est difficilement utilisable. Il y aura quelque chose à faire pour avoir justement une vue un peu panoramique sur cet espace qui est magnifique. Donc un travail et un projet sur Nahuc, avec sa réhabilitation, et je terminerai sur les grands sujets, sur le musée. Alors le musée, c'est pas une lubie, parce que tout d'un coup on est devenu amoureux de la sculpture, alors, même si c'est le cas, je vois Chantal Davidson qui est là, ou Philippe de Marnix qui s'occupe des amis du musée, et qui nous aide sur ces sujets-là. Oui, on aime la sculpture, il n'y a pas de sujet, je crois que même, moi je l'adore, mais par contre, c'est surtout un vecteur touristique et économique. C'est-à-dire que quand on regarde des villes du sud-ouest de taille moyenne, on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne. Malheureusement, on n'a pas le TGV encore. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a qui peut un peu faire attirer du monde? Sur un tourisme peut-être même, ou une économie de 1, 2, 3 jours. Ce musée-là, c'est une pépite, c'est un joyau, c'est une caverne d'Ali Baba. On a un fonds muséal qui est immense. On a des accords avec des musées comme le Louvre, les musées parisiens. En ce moment-là, il y a un Rodin exposé. Il y a un Rodin qui vient, je crois, du Louvre, du musée d'Orsay, qui est au musée. Tout ça, on ne le sait pas trop. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'espace muséal et l'espace d'exposition suffisant pour pouvoir le mettre en valeur. Donc ça veut dire tout simplement qu'on a travaillé depuis 2 ans, on a recruté un directeur qui a travaillé sur un projet scientifique et culturel, c'est un gros cahier des charges, il n'y a pas beaucoup d'images, mais c'est travailler avec le ministère de la Culture, avec la DRAC, la direction régionale, et on a travaillé avec les partenaires que je vous ai cités, pour arriver aujourd'hui, on est dans les starting blocks pour pouvoir démarrer un projet d'envergure sur ce musée, essayer d'aller capter des fonds, parce que la culture peut être subventionnée, et là aussi, on peut dire ce qu'on veut, moi, d'avoir quelqu'un au gouvernement dans mon équipe, ça va aider, et j'en suis sûr, ça a déjà commencé à aider. Donc, et d'aller capter ces fonds pour pouvoir passer un cap sur ce musée. Et peut-être demain, certes, mieux exposé, on va se faire plaisir, on ira avoir des belles expositions, mais on pourra attirer aussi une clientèle touristique. C'est pas qu'un projet culturel, c'est un projet sociétal avec les gamins. Il peut y avoir aussi un écosystème, on pense pouvoir faire des résidences d'artistes sculpteurs, comme on le fait pour le théâtre. C'est un projet économique, c'est un projet touristique, à condition que ce musée, il y ait une signature architecturale et que ce musée, il s'accapare le centre-ville. Parce que peut-être que nous, on ne le voit pas, on y vit, mais je vous garantis, vous allez à l'office du tourisme, vous regardez, on a des visiteurs qui sont là, ils ne savent pas où est le musée, alors qu'il est à 100 mètres derrière eux, mais qu'il faut y aller par un petit dédale de rue, etc., et que ce n'est pas super visible. Donc c'est ça qu'il faut qu'on travaille sur le musée. L'ambition, elle est toute simple, c'est de faire de Mont-de-Marsan et de ce territoire une capitale française de la sculpture fin 19e, 20e. On a cette niche-là, où on a des sculptures magnifiques, on n'a pas la place de les exposer, et donc c'est ça l'ambition sur le musée. Voilà. Et c'est un projet qui va au-delà de la culture. Voilà ce que je voulais vous dire sur les grands projets. Je termine simplement, avant de vous laisser passer le micro. Là, j'ai pris un peu une casquette de chef de chantier. Encore une fois, c'est un chef de chantier qui a compté les sous avant, hein, pour savoir ce qu'il va faire. Parce que j'entends en ce moment des chefs de chantier qui ont un petit peu oublié d'anticiper ça. Il faut savoir que quand on fait une promesse, si derrière il faut courir après le financement, c'est votre pouvoir d'achat qui morfle. Voilà. La deuxième chose, c'est sur l'humain, vous dire que, et ça c'est quelque chose de frappant, notamment en centre-ville, on a l'occasion, vous imaginez bien, alors moi je n'ai pas commencé à sonner aux portes depuis 2 semaines, hein, je le fais depuis que je suis maire, mais c'est vrai que là on accélère un peu et on le voit avec nos collègues. La solitude, c'est quelque chose qui est frappant, c'est-à-dire qu'on a parfois un peu de précarisation, mais des fois elle n'est pas uniquement financière, elle est liée au fait que voilà, on se retrouve seul, la population avance un petit peu en âge, ça peut être en centre-ville, ça peut être dans les quartiers, alors bien sûr il y a une solidarité, notamment dans les quartiers, et je veux bien qu'il y ait une solidarité, mais c'est un sujet sur lequel il faut qu'on soit vigilant. On est déjà vigilant, hein. Il y a 1000 seniors, 1000 aînés, qui reçoivent au moins une visite par jour de nos services, avec le SIAS.
soit le portage de repas, soit des soins, soit le ménage, etc. 1000. C'est pas suffisant parce qu'on sait très bien qu'il y a un papy boom qui arrive là et qu'il faut qu'on soit là et que les anciens, que nous serons tous un jour, ils ont envie aussi d'activité, ils ont envie que, voilà, c'est pas la même chose qu'avant. Donc là-dessus, il faut qu'on soit vraiment, pas dans une guerre, j'aime pas ce mot-là, mais qu'on soit dans un combat contre la solitude, et ça c'est un des points importants sur lequel, je suis prêt à échanger avec vous là-dessus, sur lequel on veut axer notre programme. La convivialité, alors bon, la convivialité, elle existe déjà. Vous savez, un des points communs aussi de cette équipe, c'est pas l'étiquette politique, etc. On ne s'est pas trop préoccupé de ça. Hein. C'est pas une équipe d'étiquette, c'est une équipe de conviction. De conviction, et la conviction qu'on a, même si on sait qu'il y a du boulot, c'est qu'on a un peu quand même le sentiment, même beaucoup, qu'on a de la chance de vivre ici. Voilà. Quand j'entends la ville agonise, non, on a de la chance de vivre ici. On a de la chance. Tout n'est pas parfait. Il faut qu'on travaille un peu sur les incivilités. Il faut qu'on regarde un peu la vigilance dans certains quartiers. D'accord ? Par-ci par-là, un ou deux cambriolages, ça énerve tout le monde. Il faut qu'on travaille là-dessus. Hein, on est conscient, on va augmenter les moyens, que ce soit de vidéoprotection, les moyens aussi de police municipale, sans non plus faire de la surenchère sécuritaire, il faut qu'on travaille là-dessus. Mais ce que l'on partage ensemble, c'est ça, c'est ce sentiment quand même de se dire on n'est pas si mal que ça ici. Et je le vois moi parce qu'on est un territoire tertiaire avec 60-65% des gens, même peut-être 70, de gens qui travaillent à la base, premier employeur à la base, 3500, deuxième hôpital, 2500, à la préfecture, dans les collectivités, il y a beaucoup de collectivités, c'est une force. Et donc il peut y avoir des mutations, et on voit des gens qui viennent de l'extérieur. Voilà, des gens qui viennent de l'extérieur, il y en a certainement ici. Alors, ils disent ici c'est pas Chicago, ici même s'il peut y avoir, voilà, des fois, c'est pas Chicago, en 5 minutes je suis à la campagne, c'est une grande ville, je peux voir un spectacle de bonne qualité, mais c'est un village parce qu'au bout d'un an, si je suis dans une asso, je connais tout le monde. Voilà, donc c'est ça aussi qui est ce qui peut aussi demain, c'est pour ça que moi enfin, on est très optimiste. On sait que c'est pas facile pour les villes moyennes, hein, ça a été un peu dur. Hein, le mode de consommation a changé, les centres-villes c'est compliqué, les gens ils achètent sur internet, etc. Les grandes surfaces. On sait que c'est là, mais je suis persuadé que ça va repartir. Parce qu'à un moment donné, je vois des étudiantes bordelaises là, qui sont dans la salle. Quand vous êtes à Bordeaux, c'est quand même la grosse métropole, très attractive. Mais voilà, quoi, il y a peut-être des gens qui, au bout d'un moment, faire 2 heures de trajet pour faire 10 km, galérer pour trouver une nounou, payer un appartement 3 fois le prix, être dans les marches d'escalier d'un amphi en fac de droit. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont faire que des villes, des métropoles moyennes auront leur épingle du jeu à tirer là-dessus. Je suis persuadé de ça. Pour vous donner un exemple, je m'arrête après parce que je vais être trop bavard. Un exemple sur l'enseignement supérieur. On a donc 1850 étudiants en Mont-de-Marsan sur 11 sections post-bac. L'école d'infirmière, l'école normale, les DUT, les BTS, etc. Les écoles aussi de la Chambre de commerce. Il y a un appel à projet qui est lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur. J'ai pu en échanger avec notre ministre, de façon à ce qu'on réponde à cet appel à projet et que l'on puisse demain, et je pense qu'on doit y arriver, on est tout prêt, capter une L1, cycle 1, par exemple, sur du droit de l'économie sociale, de l'ECOSOC ou AES ou autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir récupérer des étudiants, nos enfants, qui prennent 1h26 pour aller, quand le train est à l'heure, pour aller là-haut, qui payent 600 € sur le T1 et qui se retrouvent dans l'escalier, dans un amphithéâtre en première année de droit. D'accord? Avec un grand écran où on voit le prof en tout petit quand on voit le prof. Ça, c'est des choses qu'on peut faire ici. C'est des choses qu'on peut faire ici. Donc on a levé le doigt tout de suite. Moi j'ai dit, est-ce que vous avez une salle? Oui, on va trouver les moyens d'accueillir des étudiants. Donc c'est ça, vous voyez, c'est ça qui fait que je pense que notre territoire a des potentialités. On y croit. Je vous parlais de convivialité, bon voilà, c'est toujours plus d'animation dans le centre-ville, dans les quartiers. Et puis je terminerai en vous parlant de la démocratie participative, le mouvement citoyen, etc. Je constate que c'est des choses qui émergent partout. Je voudrais juste vous dire une chose, Marie-Christine Bourdieu le sait, puisqu'elle pilote tout ce qui est conseil de quartier. Je sais qu'il y a des gens du conseil de quartier qui sont là. Je salue les membres du conseil de quartier et le président, la présidente. C'est la présidente. On n'a pas attendu que ce soit la mode pour faire de la démocratie participative. Hein.
Je vois que le conseil départemental découvre ce qu'est un budget participatif il y a 3 mois. Il me semble que ça fait 10 ans qu'il y a un budget participatif à la main des conseils de quartier, 150 000 €, on va le doubler, pour pouvoir faire un verger participatif, un banc le soir des anciens... C'est des petites choses, des grandes choses, voilà, mais c'est à la main des habitants. Alors peut-être que ce modèle-là, il faut qu'on lui fasse passer un cap, qu'on l'anime, qu'on utilise un peu les nouvelles technologies, etc. Mais ça, c'est un point que l'on a fait, c'est un point qu'il faut travailler encore plus, puisque tous les chantiers importants, on prendra l'engagement, c'est ce que l'on a fait pour Saint-Médard, tous les gros chantiers seront préalablement soumis à une consultation citoyenne. C'est-à-dire que, alors l'avenue de Somme, on a envie de la faire, il va falloir la faire. J'ai pas de doute sur le fait qu'il faille. Mais par contre, la façon de la faire, ou les options, ou le cadencement, le phasage de tout ça, on va interroger. NAHUC, on va interroger. Voilà, tous les grands projets, on va interroger. Donc voilà ce que je voulais vous dire en dernier point sur le projet. Je n'ai pas parlé de tout le projet, tout simplement parce que j'ai trop parlé et que je voudrais vous entendre. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous voulez nous interpeller. Hein, je ne suis pas dans un monologue. Ce qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est que la marque de fabrique aussi de notre équipe et de la gouvernance que je souhaite continuer d'appliquer, c'est malgré tout de l'humilité au sens qu'il faut toujours questionner ses certitudes. Donc on ne peut pas se mettre en question. J'ai des gens avec moi, et moi le premier, on est capable de reconnaître qu'on a tort, ça ne pose aucun problème, on a besoin des autres, donc on a besoin de vous, on a besoin de vous consulter, mais après à un moment donné, il faut décider. Donc pour trancher, pour décider, c'est pas quelque chose qui me fait trop peur, mais ça ne peut pas se faire sans une concertation préalable. J'arrête de parler. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des points? Il y a un micro? Allez-y Charles, s'il vous plaît, je ne vais pas arriver à passer. Faites-en profiter. Oui. Donc ça veut dire que si... Passez dans le micro. Qu'est-ce qu'ils vont? C'était les nouvelles galeries, c'était un concours et qu'on avait été choisi sur 200 villes. Enfin, il restait 5. Ça veut dire que si on ne gagne pas le concours, qu'est-ce que ça fait? Non mais la question est bien parce que ça montre que je n'ai peut-être pas bien expliqué la chose. Je reprends. L'action Cœur de Ville concerne en France, c'était le ministre Jacques Mézard, maintenant c'est Jacqueline Gouraud, concerne en France 222 villes. Dans les Landes, il y en a 2, Dax et Mont-de-Marsan. Et à l'intérieur de cette action Cœur de Ville, il y a un concours spécifique, parce que nous avons eu accès à ce concours qui s'appelle Réinventons notre Cœur de Ville et qui concerne 50 villes. Donc là, on est sûr d'avoir un résultat. Voilà, des moyens supplémentaires, bien sûr, hein, c'est pas juste une médaille, hein, moi je veux des pépettes. Hein. Donc on aura des moyens supplémentaires pour pouvoir aller jusqu'à nos fins par rapport aux nouvelles galeries. Ça c'est sûr, il y a quelque chose qui va se faire aux nouvelles galeries. On n'a pas une chance sur 50, c'est sûr. Ce qui n'est pas sûr, c'est savoir quel est l'opérateur, l'investisseur qui va gagner le concours. Parce que, on ne sait pas, ils vont bosser, ils ont des architectes, des programmistes, des ci, des là. Ils sont sur la même ligne de départ, et la ligne d'arrivée, c'est au mois de mai ou au mois de juin, et c'est là qu'on choisira celui qui nous plaît le plus. Voilà. Mais on est sûr qu'il... Voilà. Des halles. Alors, si j'en ai pas parlé, c'est pas pour me planquer. Hein. Les halles, je ne suis pas satisfait, bien sûr, de ce qui se passe. Je voudrais faire juste un petit retour en arrière. Alors, quand je dis je ne suis pas satisfait, ça ne veut pas dire que, contrairement à ce que là aussi j'entends, ça agonise, les halles vont mourir, voilà. J'ai l'impression qu'en cette période où tout le monde s'énerve, là, on accélère des choses néfastes pour l'intérêt général uniquement pour gratter 10 voix. Les halles, elles ne sont pas mortes, hein. D'accord? Respect déjà pour les 2-3 commerçants qui sont encore. Elles ne sont pas mortes. Et d'ailleurs, le 9 ou 10 mars, on a un point avec les associés où on annoncera quelque chose qui va faire redémarrer ces halles sur un autre modèle. Mais je veux juste revenir en arrière sur les halles. Les halles ont une période vide. D'ailleurs, rappelez-vous, il y avait le Madison Miguel, quelque chose comme ça, qui était vraiment en régie. On voit bien que le modèle régie pure public, ça peut avoir du bon dans certains sens. Hein. Dans d'autres, on voit bien que ça ne marche pas toujours. Hein, la preuve. Donc ces halles, elles sont restées comme ça. Et un modèle
a été trouvé d'aller chercher, avec un appel d'offres, et de faire une délégation de service public avec un professionnel, un promoteur de halles, quelqu'un qui investit sur un site et qui ensuite sous-loue les corners, les espaces, les stands là, à différents commerçants. Ce modèle-là, il est à mon avis intéressant, vertueux. On a pris le meilleur, qui s'appelle Biltoki, c'est une société basque, et ils sont très très bons, et d'ailleurs ils cartonnent, mais dans des villes plus grandes que nous. Saint-Étienne, Bacalan, à côté de la Cité du Vin, Talence, Mayotte, Anglette, voilà. C'est des pros. Le modèle des villes moyennes, mais il fallait tenter. Dax, c'est Mont-de-Marsan, parce que Dax a le même problème. Le modèle des villes moyennes n'est pas le même. C'est-à-dire qu'on ne remplit pas son caddie pour aller faire ses courses dans les halles. Pas encore. Il faut qu'on ait un peu plus d'habitants en centre-ville, on y travaille. C'est plus un modèle peut-être de convivialité, de partage, de manche debout, de foot court, ils appellent ça, mais en tout cas de... Voilà. Alors, on est d'accord. Donc c'est un modèle différent. Ça veut dire que moi je n'ai aucun regret sur le choix qui avait été fait à l'époque, d'ailleurs par mon collègue Bertrand Tortigue. C'est un très très bon choix d'avoir fait appel à cette société-là. Je rappellerai simplement, j'ai un peu le respect du contribuable aussi, que ça a coûté 0 € au contribuable l'histoire. C'est-à-dire que Biltoki, cette société, a investi 500 000 € pour refaire les halles. 500 000 €. Voilà. Donc ils ont voilà. On leur a permis pendant la durée du prêt de pouvoir ne pas payer le loyer, parce que le but c'est pas de faire de l'argent là-dessus, c'est qu'il y ait une activité. Il se trouve en effet que leur modèle économique, qui partait sur une halle marchande où les gens remplissaient leur caddie comme à Talence, etc., et c'est pas le cas, faisait que le coût des loyers par petit point de vente, par estanquette, par corner, là, par stand, était un peu élevé. Était hors marché, ce qui fait que les commerçants qui ont là, sauf ceux qui cartonnent, les autres, ils ont tiré un peu la langue sur le prix des loyers. Les loyers ont été un petit peu baissés, on a travaillé là-dessus. Aujourd'hui, ce modèle-là, il est à revoir. Donc, moi, je ne reste pas les bras croisés là-dessus. J'ai aucun regret parce qu'on n'a pas mis un centime dessus. Les halles, elles sont toutes belles, elles sont prêtes à repartir. Oui, je pense qu'il faut revoir la stratégie commerciale. C'est ce que vous dites par rapport à ce fonctionnement. C'est pas mon métier, mais on travaille avec Biltoki, avec l'autre associé de Biltoki, qui est accessoirement Philippe Jacquemin, ancien président de la CCI. Mais très prochainement, là dans quelques jours, il est en recherche d'investisseurs pour essayer de relancer la machine. Alors ce ne sera peut-être pas exactement le modèle de départ, mais relancer une machine pour que elle vive. Et quand bien même, je vais vous dire, je suis tranquille par rapport à ça. Et si ça ne marche pas, on récupérera le bébé et puis on fera autre chose. Mais je ne suis pas persuadé. J'entends chez mes adversaires qui ne sont pas mes ennemis, qui sont des compétiteurs. J'ai le respect des adversaires et je pense qu'ils ont envie de faire bouger la ville aussi. J'entends des projets qui sont, alors on va faire que du public, on va faire une maison des associations, une halle ou une galerie, on va faire une autre maison des associations. On ne peut pas faire du public partout, il faut aussi essayer de travailler avec le privé. C'est pas un gros mot le privé. Donc, alors, on fera du public, pour la culture, pour des lieux de rencontre intergénérationnels, il faut le faire. Et je pense que ces halles, elles peuvent redémarrer, mais peut-être sous une autre forme. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus. Comme vous, ça m'énerve quand je vois des stands vides, ça m'empêche de dormir. Mais on s'accroche et je suis persuadé qu'on a des associés qui ont tout intérêt, parce qu'ils ont quand même mis des sous, à faire redémarrer le système. Et c'est ça aussi l'intérêt de ce montage. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres... Monsieur? Vous avez un projet pour la santé? On va reprendre le... Bonsoir, vous avez un projet pour santé, pour le domaine de santé? Vous avez un projet? Oui, alors, déjà sur... Merci beaucoup. Oui, merci de votre question. Plusieurs choses. Alors, on l'a mis dans le programme, on va faciliter l'implantation d'une maison de santé pluridisciplinaire. D'accord? C'est d'ailleurs une idée que l'on partage, une des idées qu'on partage avec d'autres listes, parce que le besoin, il est énorme. Je ne sais pas exactement le nombre de médecins généralistes qu'il y avait il y a 20 ans, mais il est au moins divisé par 2, et nous avons, sur le centre-ville notamment, une problématique, où les médecins qui sont là, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, mais il y en a peut-être, ont un âge qui fait qu'ils sont potentiellement à la retraite, dans pas longtemps. Donc on a un sujet là-dessus. Après, il y a des sujets aussi. Moi, j'ai également des fonctions de président du conseil de surveillance de l'hôpital. Dans l'équipe actuelle, nous avons des médecins. Dans l'équipe future, nous aurons des médecins. Et nous allons travailler aussi avec les personnes qui m'entourent pour pouvoir faciliter la médecine ambulatoire, pour pouvoir faciliter l'implantation
d'une maison de santé. On le fait déjà sur un projet privé. On a déjà fait quelque chose d'innovant avec le centre Le Phare au Père-Ouatte, où il y a un point avancé de l'hôpital au Père-Ouatte. Il faut aller plus loin. On a une vraie problématique qui n'est pas que à l'hôpital. On voit bien qu'aussi dans les maisons de retraite, on a ce problème-là. C'est que même quand on ouvre des postes de soignants ou d'aides-soignants, on a du mal à les trouver ou à les fidéliser. Hein, il y a les médecins, mais il y a aussi les infirmières, etc. Donc on a ce sujet-là. Il y a également à travailler sur un kit pour attirer les médecins, parce que tous les maires de France et de Navarre draguent les médecins pour essayer d'en avoir le plus possible sur leur territoire, et c'est pas évident. Donc il faut qu'on travaille très en amont avec l'hôpital, pourquoi pas avec des bourses d'études pour les internes, prendre les internes le plus tôt possible, essayer de travailler sur ces sujets-là. Vous avez bien compris que j'ai besoin aussi, et c'est pour ça que je me suis entouré de personnes du monde médical dans mon équipe, d'accélérer sur ce sujet-là. Mais oui, c'est une vraie préoccupation. Le maillage médical territorial, en ce moment, on est en train de faire un audit complet sur le territoire, parce que cette préoccupation est vraie sur les 18 communes, pour pouvoir justement passer la vitesse supérieure. Merci. Des transports, pardon, avec les horaires. Quand vous avez un bus à 56 et que vous embauchez à 8h, ou alors il faut partir à 7h30 ou 16, et il faut attendre 20 minutes devant la porte de son employeur. Même pour les personnes du 3e âge, il faut qu'elles attendent 3/4 d'heure au Pôle emploi, parce que le bus n'a pas attendu 1 ou 2 minutes, parce qu'il a été dans les embouteillages et tout ça. Il y a ce problème qui est assez récurrent. Je vous remercie aussi de votre question, parce qu'en fait, alors, le sujet de transport, c'est un sujet que l'on traite au niveau de l'agglomération. Je vous remercie de cette question, parce qu'on pourrait nous laisser penser que le problème des transports, c'est le prix. Alors, moins on paye, mais c'est pas le prix. Non, c'est pas du tout le prix, c'est les horaires. Mais dites-le plus fort, parce que c'est les horaires. Voilà. Non, mais parce que bon... on m'a dit, il faut faire tout gratuit, il faut faire tout public et tout gratuit. Non, c'est le... Comme si j'avais une planche à billets. C'est vraiment les horaires. Bon, je vous remercie. Et je prends le point, parce qu'il faut qu'on progresse là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, pour caricaturer, c'est pas parce que je vous mets le bus gratuit, s'il passe toutes les 3 heures qu'il est en retard, vous ne le prendrez pas quand même. C'est l'offre qui est importante. Cette offre, elle dépend de quoi? Elle est financée par un versement de transport, une taxe qui s'appelle le VT, le versement de transport. Je ne rentre pas dans la technique. Chaque employeur, public ou privé, quand il a plus de 10 salariés, il verse une taxe là-dessus. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Après, il faut qu'on regarde des cadencements. C'est-à-dire que quand on crée une ligne pour aller chercher des riverains à l'autre bout de menace, c'est tout de suite 50 ou 60 000 euros. Donc il faut qu'on regarde les cadencements. Je suis très très conscient, notamment dans cette zone-là, qu'il y a eu des changements avec des amplitudes. On est passé de 20 à 25 minutes, enfin, il y a eu des changements qui sont problématiques. Donc il faut qu'on retravaille ça. Ce que l'on ne peut pas faire, c'est trouver un bus qui va là et qui vous amène là. On est obligé de passer par un nœud, par un carrefour. Et c'est vrai que ça, des fois, ça c'est une obligation. Mais au point de correspondance, vous arrivez au feu, en venant du A, vous voyez votre bus, quelques minutes, il ne vous attend pas. Alors vous êtes obligé d'attendre 3/4 d'heure pour avoir le suivant. Non mais ça c'est enfin, ça fait partie d'une... C'est pas acceptable. Donc, alors après... Il y a aussi à moderniser un petit peu le système de bus, mais tout le monde n'ira pas sur son application, à voir où est le bus, etc. Mais on essaye aussi d'apporter des outils comme ça pour que dans les bus connectés, on puisse savoir à quelle heure il arrive, s'il y a un retard, etc. Donc ça c'est un point, mais tout le monde n'est pas le nez scotché sur son smartphone. Voilà, mais sur ces sujets-là, il faut en effet qu'on regarde les cadencements. Mais ce n'est pas le prix. Je le redis, c'est sans horaire. La caméra, vous avez enregistré là ce qu'elle a dit. Il y a une dame derrière vous. Allez, on pique le micro. Bonjour monsieur. Je ne sais pas si ça dépend de vous, mais je trouve que les contraventions à Mont-de-Marsan, ça m'est arrivé d'avoir une ou deux, c'est 130 €. Et j'en ai eu une à Bayonne, coûtait 20 €.
Donc en fait, il vaut mieux ne pas respecter le code de la route à Bayonne qu'à Mont-de-Marsan. En fait, le mieux c'est de respecter les règles de stationnement. Ouais. Mais pareil dans le milieu. Et alors un jour, j'ai voulu me garer en ville, on m'a dit attention, ne vous mettez pas là. Je me fais aider parce que j'ai pas réponse à tout. Hein. Non, pardon. Ne vous mettez pas là parce que ça va vous coûter 130 €. Et ça m'est arrivé une fois, d'ailleurs, je n'ai pas commencé. Une autre fois à Bayonne, j'ai eu un problème aussi, ma carte bon, n'a pas été vue, et ça m'a coûté 20 €. On prend 20 €, bon, les 130, quand même, dans le budget, et ça dépend des villes. Alors, c'est ça le problème, parce que ça dépend des villes. Alors, ça dépend pas forcément des villes, je vois des noms là sur les spécialistes qui me parlent. Ça dépend du degré de gêne qu'occasionne le stationnement. Si c'est un stationnement très gênant, trottoir, passage piéton, sortie d'urgence ou autre, qui peut mettre en danger aussi d'autres personnes, hein, c'est ce prix-là, c'est 135. Hein. C'est ça. Si c'est vraiment un stationnement, c'est pas une différence entre villes, c'est le côté très gênant du stationnement. Je vais vous donner un exemple. Nous étions avec un de mes collègues tout à l'heure au quartier du Péglé ou Saint-Jean-d'Oute, là, chemin de Thor par là-bas, où il y a le nouveau collège qui a été refait, hein, Casseille. Bon, là évidemment, ça crée des usages différents et on a beaucoup de gamins qui sont sur les trottoirs. Quand il y a une voiture qui est sur le trottoir, ça oblige une poussette et le gamin à aller sur la route, quoi. Hein. Donc, on ne peut pas se garer là. Et c'est vrai que ce degré de dangerosité génère une amende un petit peu sur. Mais c'est pas parce que Bayonne est plus généreux. Je crois que si on peut faire passer le. Juste pendant que vous faites passer le micro, les crottes de chien c'est 68 €, je vous le dis. Et là, on ne fera plus de cadeaux. Alors je ne peux pas mettre un policier derrière chaque chien, sinon ça va coûter cher en policier. On a 12 policiers dispo. On va augmenter, je vous donne la parole. On va. J'aurais pas dû en parler en fait. On va. Non, ce que je veux vous dire, les crottes de chien c'est 68 €. Mais ce qui va changer, c'est que là, on va être très vigilant et on va faire quelques exemples. Parce qu'on a une tarification où c'est 68 €, mais c'est difficile de le faire. Là, j'ai eu l'occasion la semaine dernière de me balader avec des agents de ville. Je me suis levé à 4 h du matin dans une balayeuse pour voir comment ça fonctionnait. Et en fait, les spots où il y a, pardonnez-moi, c'est très glamour, les crottes de chien, c'est toujours au même endroit, à la même heure, et on sait qui c'est. Donc, voilà. Si vous en connaissez, prévenez-les, parce qu'ils vont payer bientôt. Monsieur, d'ailleurs, je voudrais revenir sur les transports. Lorsqu'on prend le train pour aller travailler à Bordeaux, pour surtout profiter de la qualité de vie de cette belle ville de Mont-de-Marsan, vraiment, est-ce qu'on peut développer ça? Est-ce que vraiment on pourrait développer ce train, qui est super, hein, mais qui pourrait s'améliorer encore au niveau du nombre de rames, du nombre d'horaires, pour qu'on puisse justement vivre ici et travailler là-bas? Alors la dernière fois que j'ai dit ça, des gens mal intentionnés ont dit « Monsieur Daillot veut faire de Mont-de-Marsan une cité dortoir ». Évidemment, là, en ce moment, tout ce qui peut être interprété est mal. C'est pas ça que je voulais, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que avant d'être élu, j'allais tous les jours à Bordeaux. Mon bureau était à Bordeaux. Et à un moment donné, je ne pouvais presque plus prendre le train, c'est 1 h 26 et encore quand il n'est pas en retard, il s'arrête à toutes les gares, tant mieux pour l'aboyer, etc. Donc je prenais la voiture, ce qui n'est pas très écolo. Et c'est vrai que ces mouvements pendulaires, c'est pas pour faire de Mont-de-Marsan une cité dortoir, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent bosser à Bordeaux, Bordeaux est très attractif, et on peut vivre ici, et voilà, il faudrait en effet, ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'on passe à 1 h 10, quoi. 1 h 10, là on est à 1 h 26 en train, qu'on baisse un petit peu, qu'il y ait moins... Le problème qu'il y a, techniquement, alors je veux pas... c'est qu'on a, entre Morsinx et Mont-de-Marsan, une seule voie. Donc là, pour le cadencement et rajouter des rames, c'est compliqué. Le deuxième problème, et je peux le comprendre, j'ai des collègues qui sont maires à La Bouèire, etc. C'est un omnibus et il s'arrête partout. Donc ça veut dire que quand il fait ça, on ne peut pas mettre. Mais en effet, on a
on va travailler, on va mettre autour de la table et à l'initiative du ministère, à l'initiative des députés, à l'initiative des élus locaux. Il y a une table ronde qu'il faudra provoquer pour que l'on puisse au moins avoir sur un horaire du matin un direct, beaucoup plus de direct. Mais techniquement, on ne peut pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui, c'est en tout cas ce que ce SNCF Réseau me dit à la région, hein, parce que ce n'est pas la compétence de la collectivité, c'est la compétence d'un côté de la région pour ce qui roule, et l'infrastructure c'est l'État et SNCF Réseau. Donc, ce qui nous est dit, c'est qu'il faut des travaux importants, c'est pas en millions d'euros, c'est en milliards d'euros, pour, un, dédoubler des voies, deux, faire en sorte que dans le goulot d'étranglement qu'il y a vers Pessac, là, au sud de Bordeaux, il n'y a pas assez de sillons de rames. Ce qui fait que tous ceux qui arrivent de Toulouse, de partout, d'Arcachon, etc., il n'y a pas assez de place. Donc on ne peut pas rajouter comme ça un train, il faut aussi refaire des voies. Et ça, c'est de l'infrastructure. Ah, on a payé la lumière. Hein. C'est de l'infrastructure. Donc c'est un travail qui se fait, voilà. Et je referme la parenthèse sur les transports parce que c'est une des priorités, et notamment une priorité, parce que là, on en fait un combat politique, c'est que tant qu'on n'a pas la LGV qui nous avait été imaginée, il faut qu'on se batte pour avoir des contreparties et qu'on puisse en effet, vous pour bosser, nos enfants pour aller à Bordeaux, y aller plus facilement. Et donc ça, ces contreparties, il faut les obtenir. J'ai Marie-Pierre Gazot là, qui fait partie de l'équipe et qui est attachée parlementaire, elle connaît parfaitement ce sujet-là. Et dès qu'on aura la possibilité d'avancer, c'est-à-dire éventuellement 1er avril, si vous nous faites confiance, on va se mettre sur la table très rapidement sur ce sujet. Mais c'est pas uniquement j'achète un train pour le faire rouler, il y a de l'infrastructure. Je peux venir juste sur les horaires. Il y a longtemps que vous n'avez pas pris le train, monsieur Daillot, parce que le seul train qui met 1h26, d'abord il n'existe plus. Il y en a un seul à 1h24 de Mont-de-Marsan, c'est que le soir à 18h, et tous les trains sont supérieurs à 1h30. Donc c'est une vraie galère pour les gens qui travaillent sur Bordeaux comme moi. On a déjà évoqué ça. Moi, on me parle de la LGV, c'est super la LGV, mais c'est pas nous qu'on va prendre le TGV pour aller à Bordeaux. Par contre, nous, le train, tous les jours, il est complet. Tous les jours. Quelle que soit l'heure aujourd'hui, par exemple. Et comment on fait? Comment font les gens? Quand on part de Mont-de-Marsan, on a la chance, c'est le départ le matin, le train il n'est pas complet. Quand on arrive après Morsinx, le train il est complet. Le soir, au départ de Bordeaux, les gens ils sont debout, selon fois jusqu'à Morsinx. Et après, j'entends dire, moi, je vous entends dire que vous voulez développer l'accueil des jeunes à Mont-de-Marsan par le biais du transport. Je ne sais pas comment ils vont venir, les jeunes. Allez, je vous invite à une réunion où M. Lagrave se glorifiera du bon travail de la région. Vous avez compris que c'est une compétence de la région et de l'État. On va mettre la pression là-dessus. On a eu un secrétaire d'État au transport, il n'a rien fait pour le départ, pour nous, en tout cas pour Mont-de-Marsan. On a quelqu'un qui s'occupe des transports dans la région qui n'a rien fait. Monsieur Daillot, faites quelque chose pour nous. J'ai rien à rajouter. J'adhère à 200%. Hein. J'adhère à 200%. Je vous dis, je bossais à Bordeaux tous les jours. Donc j'ai des enfants étudiants à Bordeaux, je vois la galère que c'est. Une fois sur deux, il faut aller chercher à Morsinx, etc. Enfin, c'est une horreur. Je le sais. Donc, ce que vous avez... Bon, juste pour terminer, vous avez bien compris que moi, je n'étais pas dans la majorité régionale, mais cela dit, voilà, l'engagement qu'on prend, c'est très très rapidement mettre autour de la table les décideurs, parce que c'est plus tenable, on est d'accord. Alors après, concernant les étudiants, pardon, excusez-moi, concernant les étudiants, ce que j'ai dit, c'est pas, bien sûr, les attirer avec le train, etc., mais c'est surtout, parce qu'on a 2000 étudiants, admettons qu'il y en a à peu près 1000 qui sont hors département. Ces 1000-là, c'est leur donner envie de choisir le DUT d'ici plutôt que celui de Bergerac ou d'ailleurs, parce qu'ici on trouve un loyer pas cher, parce qu'ici on va avoir une activité culturelle moins chère, parce que le jeudi après-midi le Stade Montois va faire des horaires adaptés, parce que peut-être qu'avec une recyclerie de vélos, on pourra leur donner un vélo pas très cher, même gratuit, parce que quand ils appelleront le bureau information jeunesse, ils auront tout un... Voilà, c'est ça, je veux fédérer une vie étudiante ici pour qu'ils fassent bon étudier ici. Après, je ne vais pas régler, je ne vais pas régler avec le budget de la commune le doublement de la voie Morsinx-Mont-de-Marsan. Mais il faut qu'on pèse. Par contre, ce que vous pouvez faire avec le budget de la commune, c'est améliorer le transport en deux roues, surtout en vélo. Prenez le quartier ici, Saint-Médard, le Pays et tout. Dites-moi comment, d'ici, vous allez au Grand Mône. Vous avez
Juste, j'ai une solution. J'ai une solution. Allez au centre-ville. J'adore, j'ai rien compris. Alors, exactement pareil. Hormis rattraper la piste cyclable, mais sinon, les gens qui sont au Chourier, comment ils vont au centre-ville en vélo? Ouais, alors après, sur ce sujet-là, on a eu l'occasion ça commence à... on a eu l'occasion de discuter avec les partenaires, si vous voulez bien, avec les partenaires des associations de vélo ou autres. D'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait un chantier, je parlais des entrées de ville, Geneviève est arrivée en 2008 et même plus récemment en 2014, quand on a fait des entrées de ville ou de gros chantiers, à chaque fois, on met autour de la table les associations de vélo et on fait du déplacement double. Sauf qu'on a 180 km de voirie, c'est la voirie de Pau, et que je ne peux pas claquer une piste cyclable dans chaque. Sinon, ça va, là, pour le coup, le pouvoir d'achat, il va prendre un coup. Donc il faut le faire, on le programme. Mais à chaque fois qu'on fait quelque chose, imaginez-vous bien qu'à Avenue de Sabre, on ne va pas faire quelque chose sans traiter le vélo, c'est même une des priorités. Et puis il y a des endroits où on ne pourra pas faire l'infrastructure. Donc il faut regarder, il y a de plus en plus de systèmes innovants, et les gens commencent à s'y habituer. Ici, c'est encore un peu gênant de voir arriver un vélo à contresens avec un marquage au sol. À Bordeaux, ça pose beaucoup moins de problèmes. Donc il faut qu'on habitue aussi la population pour avoir des déplacements alternatifs. On n'est pas obligé de refaire toute la rue, mais avec un peu de balisage, un peu de sécurité, on le fait. Mais j'entends ce que vous dites. Dans notre projet, on ne va pas refaire toutes les rues parce que c'est budgétairement pas possible. Je ne vais pas vous raconter, voilà, c'est pas le style. Par contre, dans notre projet, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse connecter les quartiers, connecter le quartier avec le centre-ville, connecter les poumons verts, pouvoir aller... Voilà, un exemple tout bête, la passerelle au-dessus de la rivière qui va être entre Barbe d'Or et la Plaine des Jeux. Là, vous avez le tennis, le bridge, le paddle et l'étrier du Marsan. Cette passerelle, c'est pas uniquement c'est pour désenclaver un quartier, pour pouvoir prendre avec les poussettes à pied ou en vélo et passer d'un quartier à l'autre. Voilà, alors c'est un morceau de continuité en plus. Ça va permettre à des gens qui sont à Majo ou à Nahuc d'aller boire un café ou faire une course au Carrefour, et je ne veux pas faire de publicité. Et de l'autre côté, aux personnes qui sont à Barbe d'Or, de pouvoir le dimanche après-midi, sans être obligé de prendre la voiture pour faire tout le tour et aller voir les chevaux ou le match de rugby, de pouvoir simplement traverser. Voilà, c'est des continuités comme ça qu'il faut faire. Donc des fois, il faut beaucoup d'argent quand c'est des grosses infrastructures, et on le fera sur les gros chantiers. Et quand c'est simplement, voilà, c'est trouver un itinéraire un peu bis, ou faire du marquage au sol, sécurité. Je suis entièrement d'accord. Ne dites pas qu'on n'a rien fait sur le vélo. Par contre, vous pouvez me dire qu'il faut faire plus. Et je l'entends. Je crois que c'est là-bas, pardon. Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il y a un projet de reconversion de la voie ferrée qui n'est plus utilisée? Vous voulez vraiment qu'on se fâche avec Monsieur Lagrave? Alors, laquelle vous parlez? Celle qui est derrière la Plaine des Jeux, ou celle qui va vers Aire-sur-Adour, Bagnères de Bigorre et compagnie? Alors, celle qui passe derrière le quartier Sian. Aidez-moi là. Qui passe par la... Aire-sur-Adour. Oui, en fait, qui était utilisée par les trains de céréales. Voilà. Il y avait 10 trains par an de céréales, je connais bien puisque j'habite au bord de cette voie ferrée. Mon père était agriculteur, donc je voyais le maïs passer. Qui n'est plus en circulation depuis 4-5 ans, c'est ça, 5-6 ans, il y avait eu un accident, il avait fait des travaux d'ailleurs. Hein. Donc cette ligne-là, alors je ne peux pas parler à la place de M. Lagramme, hein, mais cette ligne-là, elle a été refaite. Hein. Rappelez-vous, si vous habitez à côté, il y a une machine, un train spectaculaire là, qui a refait toutes les traverses, etc., le ballast et compagnie. Donc elle est opérationnelle. On a l'impression qu'elle est pleine de végétation, mais un coup de... Non, pas de glyphosate. Madame Bourdieu n'est pas d'accord. Non, ils ont une machine qui permet de faire ça, et ça repart. C'est-à-dire que la portion entre Mont-de-Marsan et Aire-sur-Adour, elle est clean. C'est après que ça se gâte, et très clairement, il y a une volonté, parce qu'il y a... et je suis pas d'accord surtout avec la région, mais là on peut partager. C'est vrai que l'axe de l'autoroute qui va en Espagne, elle a une pollution aux particules fines qui est presque digne du périph' de Paris, tellement qu'il y a de camions. Et donc il faut essayer de mettre des camions un peu sur les voies ferrées, et donc il n'est pas à l'ordre du jour que cette voie ferrée soit recyclée en piste cyclable, tout simplement parce qu'il y a un bassin
industrielle du côté de Lint, Bagnères, quand vous allez un peu plus vers la montagne, il y a de l'industrie, il y a aussi de l'industrie aéronautique. Vous voyez, il y a de l'industrie là-bas qui peut bénéficier. Il y a des céréaliers importants, hein. Je crois qu'il y a Euralis, ou des choses comme ça. Donc qui peut bénéficier de cet axe-là pour essayer de faire du ferroutage ou de mettre des marchandises sur des... Donc ce n'est pas l'ordre du jour, mais c'est pas de ma compétence, mais ce n'est pas l'ordre du jour que vous puissiez faire du vélo sur cette voie. Peut-être faire du... Quand on allait au transport, il y a du nouveau pour enlever les 80 km/h pour aller jusqu'à Bordeaux. Alors là, donc la question c'est ce que... Alors là, c'est pas de la compétence du maire, c'est le département. Il n'est pas préfet, lui, encore. Je ne réponds pas. Vous avez compris que nous n'étions pas dans la majorité du département. Après, ça peut changer, ça. Il n'y a aucun panneau, on ne sait pas si c'est 80. Ouais. Il n'y a aucun panneau. On prend la demoiselle et après on fait passer à Nick. Moi j'ai une question par rapport au Sablard, Ouais. avec les gros changements qu'il y a eu, et Ouais. moi je passe tous les soirs à 17h, et c'est la catastrophe. Enfin, les gens font n'importe quoi, il y a des doublements par la droite de tous les côtés, et vu qu'il n'y a rien au sol, ben, c'est hyper compliqué en fait. Ouais. Alors, on fait l'un après l'autre. Ouais. Alors, je réponds à mademoiselle. Merci beaucoup de votre question qui fait un peu l'actualité sur 2 ou 3 endroits. Avant de prendre ces décisions-là, avec Hervé Bayard qui s'occupe de ça avec moi, on regarde, on fait des études, on fait des chronométrages, on passe à toutes les heures de la journée, on met des agents avec un chronomètre, on regarde. Et puis on fait un test, parce que là on est dans une phase test, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement borné. Si jamais, en effet, il y a un dysfonctionnement, on reviendra en arrière. C'est d'ailleurs, je crois, le cas, Saint-Louis. Saint-Louis, quand vous descendez de l'école normale, rue Saint-Pierre, Sacoise, il y a la départementale, de l'autre côté, là on attend, on se regarde en chien de faïence devant chez Maïs. Là, donc, alors là on a remis, on l'a remis. Ça veut donc dire que ces tests-là, comme son nom l'indique, ça ne pas. Sur le Sablard, on n'est pas encore... non, on n'est pas encore au point. Si, on pense qu'il faut encore continuer le test parce que... C'est bien. D'abord, les carrossiers ne se sont pas plus enrichis, hein, il n'y a pas tant d'excellents que ça. Je n'ai pas de part chez les carrossiers. Et la deuxième chose, sincèrement, il y a aussi des heures qui font que ça fluidifie énormément la circulation. Le problème, c'est un peu comme un Montois qui monte aux Champs-Élysées, qui se retrouve sur le pont des Champs-Élysées. Il ferme les yeux, il attend que ça passe. Donc là, en effet, il y a une habitude qui est complexe et qu'il faut avoir. Il y a aussi on va réfléchir à peut-être de la signalétique ou du marquage au sol, je crois qu'on l'a déjà un petit peu fait, pour poursuivre un peu ce test-là. Je ne suis pas aussi catégorique que vous, mais j'entends votre réflexion. On consultera s'il le faut. Je pense qu'il faut encore pousser un petit peu l'expérimentation, peut-être l'accompagner de différentes choses pour aider le changement des comportements. Oui, parce que quand on arrive de Grenade, ça arrive un peu, ça bombarde un peu, parce que les habitudes ne sont pas encore prises. On peut penser quand même que sur le Sablard, il y a plus de fluidité. La preuve en est d'ailleurs, c'est qu'on a vu un report des bouchons du Sablard qui se faisait soit chez Poujoran, soit un peu avant sur les feux, parce que comme on passe plus vite à des heures où d'habitude on traînait, voilà. Après il faut sécuriser les passages piétons, il faut que les gens s'habituent, il faut pas... Voilà, d'accord. J'entends votre remarque, hein. Laissez-nous encore un petit peu du temps, parce que autant sur Place Saint-Louis, on a acté le fait, pour l'avoir testé, qu'il fallait revenir. C'est un mouvement de toutes les villes de notre importance, hein. Les feux de passer à 30, d'apaiser, etc.
Merci de votre question. Moi, je voudrais reparler du quartier du Bélier, parce que c'est plus des fois. Vous faites des tours de balayeuse. Moi, personnellement, je ne veux plus de balayeuse. J'habite dans une impasse, les feuilles sont tombées en septembre, l'impasse est toujours pleine de feuilles, la balayeuse, quand elle vient, elle ne va pas jusqu'au fond de l'impasse. Et l'espace vert qui est à côté de chez moi, les feuilles sont toujours là aussi. Donc on trouve que depuis qu'il y a l'agglo, il y a quand même une baisse dans la fréquentation des gens qui s'occupent des espaces verts et de la voirie. Alors, j'essaie de répondre. Globalement, c'est ça. Alors, si vous l'exprimez ainsi, c'est que vous l'avez constaté, hein, ou que vous le pensez. Je vois pas de... Je prends la critique simplement. Alors, je ne vais pas vous répondre là. Je vais noter la rue et je vais savoir combien de passages, les fréquences, etc. C'est ce qu'on va faire là, parce que là, je suis incapable de vous dire. Je suis manifestement donc pas passé à 80 personnes dans votre rue la semaine dernière. Ce que je puis vous dire, c'est quand même qu'il y a le passage municipal vers Aglo n'a absolument rien changé en effectif, en façon de travailler, etc. Parce qu'on va pas, les balayeuses ne vont pas dans les villages de Aglo. Hein. Donc il y a un périmètre il y a un périmètre numéro 2, il y a un périmètre numéro 3, et en effet la fréquentation est cadencée en fonction de plus on est vers le centre-ville, plus ça passe souvent, et moins ça passe souvent sur le... Donc, le passage à l'Aglo n'est pas la raison éventuelle de ce que vous pourriez avoir constaté. Je vais regarder, si vous me permettez, je ne peux pas vous répondre là sur votre rue, je suis incapable de... Voilà. Je reviens sur les arbres et les feuilles, je m'aperçois là, quand on va dans les quartiers, que c'est du 50-50. Je veux des arbres, laissez-nous des arbres, et de l'autre côté, il y a trop de feuilles, etc. Donc il faut qu'on arrive à... Je sais que ce n'est pas votre question, mais c'est... Voilà. Après, je regarderai sur votre rue ce qui se passe réellement. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que... je ne peux pas vous inviter à faire un tour de balayeuse tous ensemble à 4h du matin avec nous, mais quand vous montez dans une balayeuse, qu'il est 4h du matin, et que vous avez un gars qui se gèle avec un souffleur pour enlever chaque mégot, chaque crotte de chien, etc., je pense que ça donne envie de plus jamais jeter un mégot ou faire un crotte de chien, parce que c'est vraiment un travail de fourmi qu'on répète tous les jours. C'est des agents qui sont là, qui sont... voilà, ils ont leur salaire, mais c'est pas non plus... voilà. Mais justement, monsieur le maire, à ce propos... Je termine, pardon. Ils sont là, et c'est un travail quotidien. Ils ont l'impression de refaire toujours la même chose. Ils font ça avec... je ne peux pas entendre, excusez-moi, de critiques sur leur professionnalisme, parce que là, c'est pas la première fois que je monte avec eux, je vois comment ça bosse. Ce job-là, il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Alors après, pour votre rue, je ne peux pas vous répondre là, on va prendre le... Non, juste monsieur le maire, allez-y. Continuez. Justement, à ce propos, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu plus de répression, honnêtement? Parce qu'à Saint-Médard, c'est magnifique ce que vous avez fait. Il y a des poubelles partout. Honnêtement, il y a des poubelles partout. Et il y a des gens qui sont vraiment très sales, qui sortent, vous savez, des jeux, vous savez, les jeux et tout. Et au lieu de mettre dans la poubelle les paquets de cigarettes, les jeux, non seulement, si encore ils le mettaient en boule par terre, non, ils le déchirent en 4 ou 5 morceaux. C'est lamentable. Là, moi je trouve qu'il faudra un peu plus de répression, honnêtement. Alors après, c'est un peu l'histoire de... On va pas faire toute la soirée sur les crottes de chien, hein, mais c'est un peu l'histoire des crottes de chien où l'amende, elle est au taquet, mais il faut appliquer. Donc là où je vous rejoins, c'est qu'il faut monter un petit peu d'un cran sur la lutte. La répression, je suis pas... Mais la lutte contre les incivilités, je suis d'accord avec vous, sauf que je ne peux pas mettre un policier municipal derrière chaque chien, derrière chaque joueur de l'auto, etc. Et qu'il n'y a pas de loi contre la... J'allais dire un vilain mot, contre la bêtise. Monsieur le maire, avec une caméra de surveillance, au besoin, vous voyez ce que je veux dire? Allez, est-ce que sachant que les jeunes ont cours à 8h demain, hein, donc, on peut rester là, mais... Ah, c'est les vacances? Depuis un mois et demi, je n'ai pas vu les vacances. Disons qu'en fonction de votre choix, à partir du 16 mars, pour moi, ça peut être les vacances ou pas. Allez, pardon, oui, c'est vrai que c'est... je voulais parler de la rue du Vigneault. Quand vous arrivez pour aller dans Saint-Médard, il n'y a plus de feu. À Saint-Médard, voilà. Quand vous arrivez au bout de la rue pour aller sur Saint-Médard,
il y avait des feux, ça allait très bien. Maintenant, il n'y a plus de feu, on n'a plus de visibilité. On est obligé de s'avancer sur la route pour voir à droite ou à gauche. Allez, je respecte parfaitement le commentaire qu'il fait, mais si je fais un petit référendum, j'ai peur que ce soit plutôt pour le maintenir. Alors après, s'il vous plaît, là où je peux comprendre quand même, c'est qu'il y a un petit peu à avancer pour regarder ce qui se passe. Mais là, très clairement, sur cette expérimentation qui est au carrefour, là où il y a M. Cressac, là, entre la départementale et l'avenue du Vigneault, là où il y avait Cellier et compagnie, là, voilà. Et bien là, quand vous êtes là, on a plutôt quand même des bons retours, et je touche du bois, il n'y a pas eu de casse. Alors je ne veux pas qu'il y en ait, hein. Mais c'est vrai que ça nécessite d'avancer. Ouais. Mais n'avancez pas au milieu de la route, mais ça nécessite. Il y a une haie qui gêne aussi. Il y a une haie quand même. Alors après, il faudra regarder si... J'entends ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a d'autres points, peut-être, pour pas qu'on fasse uniquement qu'une réunion de quartiers voirie, est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voudriez aborder avec moi? Oui, bonsoir, monsieur le maire. Moi, je tenais à féliciter le travail qui a été fait. J'ai personnellement ma fille qui habite au quartier du Bélier depuis 2 ans, donc dans une impasse, et elle n'a aucun problème avec son ramassage de feuilles, et je le maintiens. Son nom n'a pas d'importance. Voilà, donc je suis très contente du quartier du Bélier, du travail qui est fait, surtout aussi par l'équipe des 18 communes de présidents d'agglomération. Je trouve que les communes extérieures, parce que ma fille, avant d'arriver à Mont-de-Marsan, habitait à Bostens. Donc, Bostens, on connaît tous Bostens. Et voilà. Donc, après, c'est du ressort des jeunes de l'agglomération du Marsan. Et je trouve qu'ils ont tous un travail très mérité. Quand on est couché le matin et qu'on entend à 4h30, 5h, les véhicules qui passent pour les corbeilles ou pour les poubelles ou autres, comme vous le soulignez, ils ont un mérite énorme. Et voilà. Et moi, personnellement, pour en parler de moi, je ne suis pas à Saint-Médard même. Je suis exactement au quartier d'Agasse, pas loin du foyer de Majoral. Donc peut-être aussi pas très loin de chez vous, mais je suis là aussi très contente de mon quartier. Et je tenais à vous remercier, ainsi que tout le travail qui est fait par l'agglomération du Marsan. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Après, on vous passe le micro après. Oui, bonsoir, monsieur le maire. Monsieur Roman du Battant à Saint-Médard. Donc on va parler de Saint-Médard. Le mot sécurité a été avancé. Donc je reviens vers vous sur un sujet que vous avez évoqué indirectement, le 100% Montois et Mont-de-Marsan. 100% pour tous les Montois. Tous les pas la place de mettre le tout. Voilà. Le bien-être et le bien-vivre à Mont-de-Marsan. Et la question est la suivante, le futur projet de logements sociaux, de 60 logements sociaux, à Saint-Médard, sur l'ancienne parcelle qui appartenait à l'ophtalmo, monsieur d'ailleurs. Donc, accessoirement, toutes les maisons mitoyennes ont des piscines, qui sont, à l'exception d'une, qui ont des piscines qui vont se retrouver globalement dans le visuel de ces appartements, 60 appartements, logements sociaux. Alors, vous avez parlé des étudiants que nous voulions accueillir, n'est-ce pas l'opportunité de faire une superbe cité universitaire pour nos jeunes, et puis qu'ils soient montois ou pas montois, ceux-là on les acceptera, et peut-être que le mot sécurité ne reviendra pas, puisque comme vous le savez certainement, sur le Val d'Argan, ces dernières semaines, beaucoup d'habitations ont été impactées par des visiteurs indésirables. Et voilà, donc nous sommes dans un petit quartier que vous avez fait l'effort de restaurer, nous y sommes très bien. Et notre seul souhait, c'est de rester très très bien dans ce petit quartier. Voilà. Et je ne fais aucune ségrégation. C'est comme ça que je le prends, ne vous inquiétez pas. Même si là aussi, dans ces périodes un peu où tout le monde s'agite, la moindre parole peut des fois être détournée. Voilà. On m'a affublé de pas mal de choses. Voilà. Donc, alors,
je vais essayer, sans vouloir focaliser que sur ce projet-là, que j'ai identifié, alors j'ai l'adresse et tout, hein, c'est donc 2 bâtiments, à Mont-de-Marsan sur le 1961 avenue de Villeneuve, ça ne doit pas être très loin. On y est. Bon, je connais bien ce quartier. Il y a juste une réflexion malgré tout qu'il faut avoir. J'entends après la gêne que ça peut occasionner. D'abord, première réflexion, les logements sociaux à Mont-de-Marsan, c'est pas des logements où on va héberger forcément des... C'est pas l'objet de votre remarque, mais on va pas arriver avec des populations qui sont plus gênantes que ça. C'est des gens comme vous et moi, et d'ailleurs, ça peut être aussi la possibilité pour un homme ou une femme seule qui a besoin aussi qu'on puisse accompagner le relogement ou autre, de pouvoir héberger. Et première chose, donc je pense que ça, il faut quand même se dire que ça a une utilité sociétale malgré tout. Après, pendant des années, on a concentré, je parle d'avant, des logements sociaux dans les mêmes endroits. D'accord ? C'est d'ailleurs le quartier du Péroite, que vous connaissez, a fait l'objet d'une réhabilitation complète, justement pour casser ce qui avait été fait il y a très très longtemps, et pour essayer de donner un peu de mixité. Je ne parle pas du quartier du Péroite, tous les quartiers comptent pour moi. On est fiers de tous les quartiers. Pour essayer de casser un peu cette mixité. Donc je veux dire, la difficulté, c'est qu'on veut tous qu'il y ait ne pas concentrer, ne pas stigmatiser, ne pas paupériser une population dans un endroit. Il faut que tout le monde partage l'espace et qu'on puisse avoir des échanges, la mixité qui va dans le bon sens. Voilà. Après, on voudrait que ce soit... Je ne dis pas ça pour vous, d'accord? J'ai bien compris le sens de... Non, mais attendez, j'essaie de vous expliquer le pourquoi. Je ne peux pas mettre tous les logements sociaux au même endroit. Et non seulement je ne peux pas, et là je l'assume complètement, et on va peut-être pas être d'accord, je ne veux pas. Alors après, c'est facile à dire, voilà, après quand il va se passer, je n'ai pas le projet en particulier, mais ce que je veux dire par là, c'est que... 60 logements. On ne peut pas mettre... 60 logements avec toutes des piscines autour. Alors, peut-être qu'il va se passer des piscines. Non, mais est-ce que vous êtes sûr? Alors, après, il y a une loi, il y a une norme qui fait qu'il faut qu'une ville ait 25% de logements sociaux. Il y a des quartiers où on n'est pas loin de 100%. C'est terminé ça, parce que c'est pas bon non plus. Et puis il y a des quartiers, et globalement la moyenne on est à 17%. D'accord, 16 ou 17%, je pense, hein, 17%, voilà. Donc la ligne d'arrivée c'est 25. Donc on a un programme régulier de logements sociaux qui sont disséminés et tous les quartiers ont des logements sociaux. Je ne suis pas certain, mais ce qui va se faire au bois de fatigue chez la Barbe, c'est un programme immobilier, il y aura un pourcentage de logements sociaux. Alors après, je ne connais pas le projet architectural. Là où je voudrais quand même peser les mots, c'est que le logement social ne veut pas dire... ce mot-là, je ne le prononcerai pas. Parce qu'en ce moment, j'ai plein de petits copains qui attendent qu'une chose. Mais il ne faut pas stigmatiser, c'est-à-dire que c'est pas non plus... Vous n'allez pas voir débarquer toute la délinquance du pays. Donc, non, mais... Voilà, il ne faudrait pas cette injure. Mais vouloir ignorer aussi les problèmes, c'est peut-être aussi quelque part ne pas les accepter. Donc, quelle est la solution alors? C'est de mettre tout le monde au même endroit. Ça, c'est pas ma solution. J'entends bien. Non mais moi je vous la... Après le calibrage, je ne sais pas quel calibrage il y a, je ne sais pas quel... Je ne connais pas le projet architectural, je n'ai pas en droit le détail.
autoriser à l'électoire déjà sur 2 étages. Tout le monde entend. Avec micro, ce serait bien. Déjà, si ce projet, effectivement, n'avait été prévu que sur un seul étage, eh bien, les riverains qui viennent de construire leur piscine il y a à peine 2 ans ne seraient pas dans leur état actuellement, premièrement. Si au lieu d'en faire 60, on n'en a fait que 30, peut-être que ça aurait aussi rassuré les riverains, fort probablement d'ailleurs. Après, non, je suis d'accord avec vous, hein, nos Montois ont besoin de logements sociaux. Nous, Montois, nos véritables personnes là qui ont besoin, je les comprends. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé dans le... Juste sans vous interrompre, le prix, pardonnez-moi, je vous donne la parole après, j'ai une dame qui veut parler. Le prix du logement social et le loyer est pas très éloigné du prix du marché, ce qui fait que ça donne une accession, j'allais pas dire au commun des mortels, mais c'est pas la même différence que dans des villes où peut-être il y aurait une tension sur le prix de l'immobilier. C'est-à-dire que j'insiste sur le fait que, voilà, il y a beaucoup de quartiers où il y a du logement social où ça se passe super bien. Enfin, Alors, je peux vous dire, pour avoir circulé dans la France, voilà, j'ai à côté de moi quelqu'un qui me connaît bien, je peux vous dire que si vous voulez des exemples, je vais vous en donner, mais je ne le ferai pas, ce n'est pas le but de ma question. Ma question, c'était de faire part d'une préoccupation majeure, pour tous les gens du Battant, pour tous les gens de ce quartier. Beaucoup de gens ne sont pas là ce soir. Je ne suis pas leur représentant, certainement pas. Comme je vous l'ai dit, je ne me suis pas présenté à la mandature, mais sachez qu'il y a une réelle préoccupation. Voilà, parce que le prix des maisons tout autour, je peux vous assurer d'une chose, c'est que dans pas longtemps, le prix de cet immobilier, les propriétaires vont pouvoir pleurer un petit peu quand ils vont se séparer de leurs biens. Ça, c'est une première évidence. Voilà. Après, alors on va passer la parole. Juste une chose. Alors, le projet architectural type, je ne le connais pas parfaitement. Ce que je sais, c'est que c'est le groupe Pierreval qui fait ça, je crois. C'est un groupe. Et je sais que les discussions continuent entre Pierreval, le notaire Ginesta, etc., pour qu'on regarde que d'un point de vue architectural, on soit le plus cohérent possible. Mais je peux comprendre que ce ne soit pas la réponse que vous attendiez, mais je ne concentrerai pas le logement social au même endroit. Et après, la deuxième chose, mais j'ai compris que ce n'était pas complètement la réflexion, logement social ne veut pas forcément dire monter en puissance de la sécurité à mes yeux. En tout cas, je ne le constate pas sur Mont-de-Marsan. Je ne le constate pas sur Mont-de-Marsan, justement, quand il y a une mixité et qu'il y a une... voilà, parce que, vous savez, dans un logement social, c'est aussi vous ou moi qui, au terme d'un accident de parcours ou d'un redémarrage dans la vie, mais j'entends votre remarque. Je voudrais juste dire au monsieur que j'habite dans un quartier de logements sociaux, en plein milieu de maisons, de résidences, de belles maisons. On est au quartier de Bélier. On est plutôt sympas tous ensemble. Il n'y a aucun problème. Madame, j'ai vécu dans des logements sociaux. Non, mais je veux dire, il n'y a pas d'incivilité. On est mélangé avec tout le monde. Bon, il n'y a pas de piscine. Mais on vit bien. Excusez-moi. Est-ce que... Bon. Ce que je vous propose quand même sur ce projet, c'est, au-delà de la vision globale que j'ai, que je vous ai fait partager, on peut ne pas être d'accord, c'est quand même de reprendre un peu contact et on ira voir avec Pierreval ce qui se passe architecturalement, parce que j'ai compris que c'est une histoire de hauteur et de vue. Pour imager mon propos, je vous demande tout simplement de vous intéresser à ce qui s'est passé aux derniers appartements qui se sont livrés à la Croix-Blanche. Voilà. Une semaine après, ils intervenaient pour remettre les ascenseurs en état, et une semaine après, ils intervenaient pour effectivement effacer les tags. Et je peux vous en parler en connaissance de cause, puisque je suis en voilà. Une semaine après. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'intervention? Est-ce que vous voulez qu'on prenne une dernière question ou une avant-dernière? Voilà. Une dernière. Après, je reste là pour si vous avez besoin d'échanger. Attendez, pardon. C'était la dame d'abord, après c'est le monsieur. Promis. Prenez le micro.
voirie qui passe 2 fois par semaine dans mon quartier, tantôt pour les feuilles, tantôt pour les autres déjà, ont des camions très silencieux. Par rapport à des camions, j'ai habité à Toulouse, dans l'appartement de ma fille, où c'était infernal à 4 h du matin. Et là, ils viennent au matin, mais ces camions-là sont remarquablement silencieux. Ouais, alors le camion et les souffleurs thermiques aussi, on a investi sur du matériel qui est moins... J'ai remarqué récemment. Sur mon chat qui reste un peu l'oreille. D'accord. Quel est le nom de votre chat? Moi, je voudrais parler pour la sécurité. C'est l'avant-dernière question. Au lieu de gaspiller de l'argent à mettre tout un tas de bites blanches sur les carrefours où on ne peut même pas tourner, vous feriez mieux de faire passer une gratteuse de souches pour enlever toutes les souches qui sont très dangereuses sur les trottoirs de lotissement d'Agas. On le fait progressivement. Là encore, 180 km de voirie, je le sais parce que j'ai failli trébucher sur une autre jour. Donc on le fait progressivement. Il y a juste une chose, c'est qu'on ne peut pas se servir de produits et de choses comme ça. Maintenant, il faut le faire manuellement. Et souvent, il y a des réseaux, je crois, il y a un système racinaire. Il y a des gratteuses de souches sans l'arracher. Je ne suis pas spécialiste, hein, mais... Par contre, toutes ces bites blanches qu'on a fait planter, ils ne servent strictement à rien. Pour la bonne raison que les gens sont au milieu en plus. Alors, je ne sais pas si c'est le terme à propos, mais... En ce moment, je fais très attention à ce que je dis. C'est vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Ça ne rapporte rien de petit îlot au milieu qui suffit amplement. Allez, dernière question, j'ai entendu ce que vous avez dit. C'est terminé? Bon, je voudrais juste... Allez, c'était là... Je voudrais pas abuser de votre temps. Je le dis et je le redis, je m'excuse pour ceux qui sont restés debout. Je suis assez surpris de voir tout ce monde-là. Je pensais qu'il y aurait un peu moins de monde, donc on a été un peu pris de court. Je ne sais pas si c'est bon signe ou pas, en tout cas. Juste vous dire... Juste vous dire que ce que l'on fait là, pour la plupart d'entre nous, et pour une grande moitié, c'est pas évident, parce qu'en fait c'est un engagement public, donc on se met un petit peu, pas tout nu, hein, je n'ai pas dit ça, mais on se met devant les gens. On se met devant les gens parce que on est certain que beaucoup a été fait, mais on est très humble et on sait qu'il y a encore beaucoup à faire. Et quand vous parlez, il y a encore, tout n'est pas parfait. Ce que je peux vous dire, c'est pour côtoyer cette équipe, à la fois les personnes qui sont avec moi aujourd'hui et celles qui viennent se greffer, qui j'ai sincèrement l'impression que la mayonnaise elle prend, j'ai sincèrement l'impression d'avoir une équipe dynamique, une équipe qu'on veut, et je terminerai en vous disant voilà, qu'on veut travailler pour tous les quartiers, pour tous les Montois. Donc vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe le 15 mars, j'ai juste une chose à vous dire. J'ai besoin de votre confiance, on a besoin de vous pour continuer le travail qu'on a entamé. Je vous remercie.